body was for me a vehicle to break into the films because I wasn't a professional actor. When I was 15 years old, I said I would be the best or the greatest bodybuilder of all times, and I have done it. And now I'm as confident than when I was 15. I can say now I will be the best actor around. Et bonsoir. Le thème de ce soir, la tier list d'Arnold Schwarzenegger. Alors, la tier list est un peu improvisée, je vais pas vous mentir. À la base, ça devait être les infos ciné et séries de la semaine. Mais du coup, les infos ciné et séries de la semaine, je les trouvais un peu nuls. Et genre, il y en avait 2-3 que je trouvais cool et je me suis dit, je vais pas tenir avec 3 infos sur 2 heures. Donc, on va parler d'Arnold Schwarzenegger. Et on va le faire tous ensemble ce soir. Ouais, c'est cool les tier list, ouais. Mais j'aimerais bien qu'on essaye de le faire. J'en avais fait une là sur Stallone il y a quelques semaines. Mais j'ai revu ça pour faire un petit peu le best-of. Et je me suis dit, j'étais peut-être un peu seul dans mon truc. Je trouvais que il n'y avait pas assez d'interaction avec le chat, j'étais un peu dans mon délire, un peu tout seul. Du coup, j'ai vachement animé le truc en parlant de plein d'anecdotes, tout ça, mais je pense que c'est important en fait qu'on trie les films ensemble finalement, que ce soit pas que mon truc, quoi, qu'on se mette d'accord tous ensemble. Donc là, on va essayer comme ça avec Schwarzenegger, on va voir ce que ça vaut. Donc je vais mettre la page tier list, tac, et je vais mettre, où est-ce que c'est, tac, voilà. Donc là, on a pas mal de films. On en a un peu moins quand même que Stallone, hein, parce que il y a eu une pause quand même, Schwarzenegger, il y a eu une pause de 2003 à 2010, je crois, un truc comme ça. Peut-être même 2013, je crois, il y a eu 10 ans, une pause de 10 ans où il a joué les gouverneurs de Californie. Donc il y a un peu moins de films, quoi. Et c'est pas plus mal, parce que je pense que s'il avait fait des films entre 2003 et 2013, à mon avis, ça aurait pas été les films du siècle, donc c'est pas plus mal. Alors, ce qu'on peut faire, ce qui est cool, c'est qu'on peut commencer avec le premier film, et je sais pas si vous connaissez, est-ce que vous connaissez le tout premier film d'Arnold Schwarzenegger? Tiens, une question. Est-ce que vous connaissez le tout premier film d'Arnold Schwarzenegger? Je serais curieux de savoir si vous le connaissez. Ouais, j'ai Hercule à New York. Bon, après, en même temps, on le voit un peu s'afficher, donc je sais pas si vous le savez ou pas du coup, mais je vais vous croire sur parole, effectivement. Ouais, Hercule à New York, effectivement. Et du coup, non, Revker, c'est pas Conan. On pourrait dire on pourrait choisir Conan comme étant le premier film d'Arnold Schwarzenegger, mais officiellement, c'est Hercule à New York. Alors, Hercule à New York, c'est un délire de fou. C'est-à-dire que, ouais, c'est ça, c'est sorti en 1970, tout à fait, Robin. Et alors, donc c'est le tout premier film de sa carrière. Il est arrivé genre aux États-Unis, ça fait peut-être 1 ou 2 ans qu'il est aux États-Unis, et il arrive à choper ce rôle-là. Il sait pas jouer la comédie. Oui, en sachant que c'est le titre. Non, je crois que le titre en VO c'est aussi Hercule à New York. Hein, c'est Hercule in New York, je crois. Donc effectivement, le titre est fou. Donc ouais, du coup, il est arrivé peut-être, ça fait 1 ou 2 ans qu'il est aux États-Unis quand il tourne ça, en 1970. Il sait pas jouer la comédie, il sait quasiment pas parler anglais. Il comprend pas ses dialogues. Il l'a dit lui-même, il comprenait pas ce qu'il jouait. Et surtout, ce qui est fou, c'est que il avait un accent tellement prononcé, donc un accent autrichien, parce que c'est un autrichien, qu'ils ont redoublé le film. Alors, j'ai un extrait à vous montrer du film redoublé et du film avec ça. Parce que, évidemment, au début, ils ont redoublé le film, c'est comme ça qu'il est sorti. Puis plus tard, quand il est devenu connu, son accent, c'est devenu un petit peu sa marque de fabrique. Donc, ils ont récupéré le son original pour ressortir le film, bien évidemment. Donc, il y a une scène doublée. Donc, c'est le film comme il est sorti aux États-Unis en 70. Et après, avec sa vraie voix. Let me be the judge of that. I'm tired of the same old faces, the same old things. Let me be the judge of that. I am tired of the same old faces, the same old things. Donc voilà, on voit bien que c'est pas l'acteur du siècle hein, à cette époque-là, du coup, il est un peu en galère. Après, très franchement, à choisir, je préfère la version originale que la version doublée qui est hyper robotique, assez horrible. C'est un film de son temps, dans le sens où on voit bien New York dans les années 70, ouais ça c'est cool. Et c'est une curiosité, c'est kitsch, mais ça suscite la curiosité. Ouais alors, tout à fait. Pour le coup, effectivement, si vous êtes fan de Schwarzenegger et pour la curiosité, c'est un film à voir pour le coup. L'accent de Bush, ah ouais non, l'accent est fou, mais aujourd'hui ça nous choque plus, parce que pour nous c'est ça Schwarzenegger, c'est cette voix-là quoi. Je préfère avec la voix de Beretta, nous dit Amo. Ah bah oui, on va en parler du doubleur officiel français, donc Monsieur Beretta, malheureusement qui nous a quittés il y a quelques années. La version originale est plus organique. Ouais non, bien sûr, moi je préfère pour le coup. Alors, en fait, il a moins d'intensité, je pense, quand il joue, et puis aux États-Unis, de toute façon, dès que t'as un accent, les mecs ils sont pas du tout d'accord. Donc pour le coup, déjà on a l'accent qui va pas. On a aussi le nom Schwarzenegger qui va pas. À l'époque, Schwarzenegger, vous vous doutez bien que quand il est pas connu, c'est un nom trop long pour les Américains, personne va savoir, machin. Du coup, il est renommé Arnold Strong. C'est comme ça qu'il est nommé dans le générique du film.
il est nommé Arnold Strong. Donc il y a rien qui va, quoi. Vraiment, les débuts sont assez chaotiques. Au fait de sa gloire, Schwarzenegger, il essaiera de racheter le négatif du film pour complètement le faire disparaître. Évidemment, il n'y arrivera pas. Donc, mais c'est un film qu'il n'assume pas du tout, quoi, pour le coup. Donc, Hercule à New York, je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi où vous le verriez, vous, dans la tier list, là. Où est-ce que vous mettriez ça, tiens? Moi, j'ai ma petite idée, hein, mais je vous laisse, du coup, je sais pas si vous l'avez vu ou pas, mais de ce qu'on a vu à peu près, de ce que je vous raconte, on est sur un truc hyper cheap, hein. Il y a pas, genre, c'est Hercule qui arrive à New York, Zeus, il a un costume horrible, ils ont tourné, genre, l'Olympe, dans un espèce de jardin, on voit que ça sonne hyper faux. À un moment donné, il se bagarre avec une espèce d'ours, en fait, c'est un mec sous un costume d'ours, et ça se voit énormément. Donc, il y a plein de trucs comme ça qui font que, le film est à voir, parce que, à cette époque-là, Arnold, c'est un monstre de muscles, donc c'est impressionnant à voir, mais le film est complètement stupide, quoi. Peut-être en référence à Mister Olympia, le Arnold Strong. Oui, je pense que du coup, ils ont utilisé un espèce de jeu de mots en mode strong, fort, musclé. Bon, tu sens le truc trouvé à la va-vite, en mode il faut te trouver un nom parce que Schwarzenegger s'est accouché dehors. Bon. En tout cas, oui, Hercule à New York, moi je le mets dans les nanars parce que c'est. Je peux pas le mettre nul parce que c'est un objet tellement fascinant qu'en fait c'est un film à voir de par sa nullité, mais du coup, de par sa nullité, il en devient assez fascinant. Et juste pour voir les débuts de Schwarzenegger, pour le coup, ça vaut vraiment le coup, donc je le mets quand même dans les nanars, pour le coup. Hercule à New York, le nanar. Donc il commence quand même avec un beau nanar quand même, le Schwarzenegger. Mais bon, c'est pas étonnant. Même encore aujourd'hui, personne sait l'écrire. Ah ouais, ah non, c'est galère. Mais moi là, rien que pour le titre, j'ai dû aller choper le... Faut que je copie-colle le nom, oui, c'est parce que je mets les C, les H, je les déplace à n'importe où, pour le coup, c'est assez galère. Hein. Toutes les stars d'action ont commencé par des nanars. Ah oui, on avait vu avec Stallone qui lui a carrément commencé avec un film érotique, donc là on est encore plus haut dans le truc. Au moins, Schwarzenegger, il a réussi à se choper un rôle pas trop mal alors qu'il parlait même pas anglais. Comme quoi, c'est quand même, il est quand même plutôt malin, le gars. Non, juste érotique. Non, c'est vraiment juste un film érotique. Et je crois que même pas qu'il fait de scène. Je crois qu'il est vraiment là en mode figurant, quoi. Enfin, il fait partie des trucs, mais non, c'est juste des films. C'est juste un film érotique qu'il a fait Stallone. Donc, dernièrement, depuis pas mal d'années, les films sont plutôt en bas. Oui, c'est sûr que si on va sur les films récents, mais on va y venir. On va y venir sur les films récents. Mais là, pour l'instant, donc, on est en 1970, donc on est sur Hercule à New York. Ensuite, évidemment, Arnold, il va un petit peu faire une pause d'acting, puisqu'il va vraiment être focus sur le bodybuilding, puisqu'il est... il est combien 5 ou 6 fois Mister Univers, je crois, un truc comme ça. Donc gros palmarès dans la catégorie. Mais on a quand même un film qui sort en 1976 qui s'appelle Stay Hungry avec Jeff Bridges. Et c'est encore un film qui s'inscrit dans le Arnold bodybuilder puisqu'il joue un espèce de... Je crois qu'il joue un gérant de salle, un truc comme ça. Et c'est la première fois qu'on va entendre sa voix du coup officiellement dans un film, donc en 1976 avec Stay Hungry. Et c'est fou parce que ce film va... Alors moi je l'ai vu le film, je le trouve assez cool. Après bon voilà, il y a plein de trucs qui sont un peu chelous, mais c'est quand même rigolo de voir Arnold justement dans ce genre de rôle où il va récupérer évidemment cet archétype du mec de bodybuilder, etc. Mais il va choper le Golden Globe du meilleur premier rôle, je crois, une connerie comme ça. C'était un des Golden Globes qu'il y avait avant. Ou meilleur acteur débutant, je crois, un truc comme ça. Donc en 76, il va avoir le Golden Globe du meilleur acteur débutant pour Stay Hungry. Alors je sais pas si vous l'avez vu, c'est un film un peu... Pour le coup, c'est vraiment un film sombre. Enfin, il est très peu connu, quoi. Moi, je dirais pas qu'il est nul, mais je le mettrais pas dans... Franchement, je le mettrais dans bof, parce qu'il est pas extra non plus. Je dirais pas que c'est un film à voir, forcément. Si vous aimez Arnold, forcément, faut y aller, mais pour le coup, autant voir Hercule à New York, qui est vraiment un objet filmique assez fou. Stay Hungry, c'est... Voilà, on est sur le cinéma des années 70. Il y a Jeff Bridges, c'est pas mal, mais du coup, l'histoire se prend un peu trop au sérieux, je trouve, pour le truc. Mais c'est cool de vraiment voir les débuts d'Arnold en tant qu'acteur, où on voit quand même les progrès entre Hercule à New York et ce film-là en 6 ans. Donc pour le coup, oui, là ça vaut le coup de jeter un œil, mais il faut aimer Arnold, quoi. Si vous aimez pas forcément le gars, ou que, voilà, c'est pas forcément Golden Globe de la meilleure révélation, oui, effectivement, je crois que c'est un truc comme ça. Et ensuite, justement, en parlant de bodybuilding, on passe à Pumping Iron. Alors, Pumping Iron, c'est pareil. C'est pas vraiment un film, c'est un film documentaire, du coup, qui va suivre, justement, Arnold Schwarzenegger dans son 5e ou 6e sacre de Mister Olympia. Je sais plus exactement. Dites-moi si vous avez l'info dans le chat. On le suit à un moment où il est ultra établi dans le documentaire, donc il est ultra établi en tant que bodybuilder, c'est le meilleur du monde depuis des années, et on va suivre évidemment dans le documentaire plusieurs autres bodybuilders, mais ça va être lui le centre de l'attention, et c'est là qu'on voit vraiment, je trouve, dans ce documentaire, c'est là qu'on commence vraiment à se rendre compte du potentiel filmique du gars, parce qu'il a un charisme de fou, au-delà d'avoir un physique qui est incroyable, je trouve, pour le coup. J'ai compris un peu le principe du bodybuilding, ou en tout cas de
du plaisir qu'ont peut-être les gens à voir le bodybuilding, parce qu'il y a une fascination, je trouve, dans la manière dont ils sont mis en avant, dans la manière dont ils mettent leurs muscles en avant. C'est assez spécial comme sport, mais c'est assez fascinant, je trouve. C'est un documentaire sympathique car on voit comment fonctionne le monde du culturisme dans les années 70. Ouais, tout à fait, c'est exactement ça. Ce qui est aussi assez intéressant, c'est les images d'archives, que ce soit de Los Angeles, des salles de sport à l'époque, de comment se déroule effectivement une compétition de culturisme. C'est donc le 6e titre d'Arnold. Évidemment, il va le remporter parce que on le voit à la fin, la diff avec les autres. C'est pas qu'il est forcément... En fait, l'idée, c'est pas forcément d'être plus musclé qu'un autre, c'est d'être dessiné de manière quasi parfaite. Et dans Pumping Iron, il est quasiment parfait en termes de musculature et de... Comment dire, de traits en fait, et c'est pour ça que derrière il va vite percer en fait au cinéma, parce que, comment dire, c'est une attraction en fait, Arnold, pour le coup. Il en a eu 7 au total, et oui, effectivement, il en prendra... Oui, il y en a un pendant Conan, le tournage de Conan, effectivement, donc oui, celui-là c'est le 6e. Mais surtout, ce que je trouve assez fou, c'est qu'on découvre un Arnold hyper arrogant dans le documentaire. Il est hyper arrogant, il est très égoïste, il est très auto-centré, il va piéger ses adversaires avec des coups bas. Je sais qu'il y a eu le documentaire Arnold sur Netflix, qui est sorti il y a genre 2 ans, je crois, où il explique justement qu'il regrette un peu ce comportement, parce que, en fait, c'était l'époque où tu peux pas être... C'est ce qu'il expliquait, tu peux pas être bodybuilder, être centré sur ton physique, et pas être complètement égomaniaque, quoi. Et en gros, il le montre dans le documentaire, et d'ailleurs j'ai un petit extrait justement où il explique comment il voit son propre corps. Il explique que son corps est une œuvre d'art en gros, donc c'est un peu un extrait pour vous montrer la mégalomanie du gars, quoi. I see myself more as a sculptor than anything else, except that I'm working on my own body and not on a piece of cake. You know, so that's what I'm looking at myself at. So you see yourself more like in terms of like what people were doing, say in the 5th century. Exactly Phidias, like Michelangelo. Michelangelo, Phidias. Except he had to imagine all those muscles with what we have now in reality. Voilà. Bon, après, il a pas tort, forcément, je vois ce qu'il veut dire à peu près dans le côté sculpture, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, là où les sculpteurs vont sculpter un morceau d'argile, lui, il va sculpter son propre corps, donc ça a du sens au final, mais il le dit avec un espèce de comment dire, pas d'ego, mais de confiance qui fait que, voilà, il se sent intouchable à cette époque-là, il l'est peut-être, sans doute, mais il y a plein de trucs bizarres dans le documentaire. Ouais, non, la comparaison est pas idiote du tout, en fait, mais c'est la manière dont il le met en avant. En fait, il compare le bodybuilding à plein de trucs bizarres dans le documentaire. Il y a un moment donné où il compare ça à faire l'amour, en fait. Même, enfin, je vais vous montrer l'extrait. Je vais le laisser dire parce que je vais pas utiliser ces mots. Voilà à quoi encore il compare le bodybuilding. It's as satisfying to me as coming is. I'm like getting the feeling of coming in the gym. I'm getting the feeling of coming at home. So I'm coming day and night. I mean, it's terrific, right? Voilà, donc quand même, là on voit que, bon, c'est... voilà, et ça c'est dans le documentaire, vraiment, c'est vraiment... c'est assez dingue quand même quand tu vois ça. Mais oui, c'est un doc qui est hyper intéressant pour voir qui était le jeune Arnold, justement, donc ce mec plein de confiance. On l'a vu dans l'intro du live, là, où il dit... à l'intro du live, il dit « J'ai voulu être le meilleur bodybuilder, je l'ai été, et c'est la vérité. » Et c'est... pendant le tournage de Conan où il dit « et je serai le plus grand acteur », ça après c'est à débattre, hein, je pense pas, mais en tout cas il a eu une carrière exceptionnelle, donc pour le coup, comme quand il a dit « je serai gouverneur, je veux faire de la politique », il l'a été pendant 2 mandats, donc c'est sûr que le gars il rate rien de ce qu'il entreprend, ça pour le coup on peut pas lui enlever. Ça montre une époque où Arnold c'est pas un enfant de cœur, où il a des propos un peu honteux, t'as des propos sur les homosexuels qui sont pas dingues, il y a un truc qui a été coupé au montage où il va encenser les talents d'orateur d'Hitler par exemple, et quand on sait que son père a un passé un petit peu nazi, bon, voilà, il y a des trucs un peu limites quand même dans le doc, pour le coup, tu sens que, bon, voilà. Et effectivement c'est de son époque, donc il faut le remettre dans son contexte, il faut le remettre dans le contexte de l'époque, et dans le contexte de l'époque, effectivement, moi je trouve que le film, enfin que le documentaire est assez fascinant dans ce qu'il est, et dans ce qu'il montre à l'époque. Donc pour le coup, je le mettrais dans pas mal. Je pense que c'est vraiment un truc à voir. Si vous aimez les docs, si vous aimez Schwarzenegger, tout ça, même si vous n'aimez pas Schwarzenegger, ni le culturisme, ça va vous montrer un petit peu l'envers du décor. C'est assez intéressant, je trouve. Et donc là, il faut attendre du coup 1980. Donc entre 77, là 77 en fait, il filme son dernier
pour l'instant titre de Mister Universe parce qu'à partir de là, il prend sa retraite. Et l'idée, du coup, c'est de devenir acteur. Donc, on va avoir une pause entre 77 et 82, puisqu'en 82, évidemment, c'est le premier vrai rôle d'Arnold au cinéma, c'est Conan le Barbare. Et alors, Conan le Barbare, je vous laisse me dire ce que vous pensez de Conan le Barbare dans le chat. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce film, si vous avez des choses à dire, si vous avez une vision sur ce film, une analyse des choses, parce que c'est hyper intéressant, Conan le Barbare, ce que ça raconte, et ce que ça montre au-delà de ce que ça veut montrer, quoi. Donc ouais, on me dit excellent, ouais, effectivement. Bah oui, non, Conan, c'est... Alors, moi, je l'ai vu sur le tard, pour le coup, Conan le Barbare. J'ai pas grandi avec, donc j'ai peut-être un affect moins grand sur le film, mais malgré tout, quand je l'ai découvert, j'ai trouvé ça assez fabuleux. Déjà, visuellement, je trouve qu'il y a un vrai cachet. On est en 82, donc il y a une image qui est quand même assez dingue. Le film est tourné en Espagne, dans des décors naturels, je crois qu'ils font venir quasiment 1 millier de figurants, donc c'est une énorme production. Il y a des animatroniques, il y a des costumes qui sont magnifiques, il y a des centaines d'armes forgées, enfin c'est une grosse production pour le coup, donc c'est assez fou de se dire qu'ils ont mis une aussi grosse production sur le dos d'un acteur en fait qui était pas encore totalement bankable à l'époque, quoi, même pas du tout. Enfin, il était connu dans le monde du culturisme, mais c'est dingue de se dire qu'ils lui ont filé ce rôle-là. Après, quand tu vois son physique, il n'y avait peut-être pas un autre qui pouvait récupérer ce rôle-là à cette époque-là. Conan le Barbare est un beau film contemplatif. Ouais, ça, quasi muet. Arnold est bon, mais le meilleur, c'est James Earl Jones. Oui, non, bien sûr, évidemment. James Earl Jones, donc qui est la voix en VO de Dark Vador, et effectivement, qui a une présence fabuleuse. Pour le coup, grâce déjà à cette voix incroyable, et aussi qui joue du coup l'antagoniste dans le film, James Earl Jones. Et effectivement, donc un scénario signé Oliver Stone, et un film réalisé par John Milius, donc quand même, il commence sa carrière d'acteur avec des auteurs, et il le fait assez bien quand même, parce que on a un film quand même qui a quand même un sacré cachet, je trouve. Et surtout qui a un environnement qui est incroyable, qui est magnifique. Les comédiens, je trouve que les comédiens... Il y a un truc assez intéressant dans le jeu du film, c'est que les comédiens font preuve d'une énorme... Enfin, pas d'une énorme violence, mais d'une violence hyper crue, je trouve. Et en même temps, il y a une espèce de sensualité qui se dégage à travers les corps, parce que justement, les comédiens sont à moitié à poil dans le film, quoi, que ce soit Conan, que ce soit le personnage féminin, j'ai oublié son nom. Ah, j'ai oublié son nom, je m'en souviens plus. Mais en tout cas, il y a un aspect très... pas érotique, mais très sensuel, en fait, je trouve, dans le film. Et puis, il y a des scènes qui se rapportent à ça, il y a une chaleur globale du truc, enfin, il y a une vraie ambiance, je trouve, pour le coup. Et il y a une forme d'art, effectivement, dans la chorégraphie des scènes de violence, comme le dit Robin, tout à fait. Donc, c'est quand même un truc qui est intéressant. Arnold, effectivement, là, il va aller se sculpter un physique assez dingue, il va apprendre à manier l'épée, à monter à cheval, il va perdre 20 kilos, je crois, pour le rôle. Et en même temps, il va voir qu'il peut peut-être glaner un 7ème titre de Mister Universe, donc il va y aller pendant le tournage, il va participer du coup au concours, à la surprise générale, et il va gagner, on va dire, sous la controverse, puisque les gens se sont dit, enfin le jury, en tout cas les autres participants se sont dit que le jury avait voté pour lui, parce que justement c'était devenu une star de cinéma. Il y avait un truc pas très objectif dans ce 7ème titre apparemment, même si bon, quand tu vois les images du 7ème titre, tu te dis qu'il a pas volé non plus, franchement, je pense que ça va. Mister Olympia, c'est pas Mister Universe, je confonds les deux, c'est pas impossible. Bon, si c'est Mister Olympia, alors du coup, ouais, effectivement. Ça doit être Mister Olympia, t'as raison, je dois confondre, mais je crois qu'il a été Mister Universe aussi, je crois que c'est le truc d'avant, c'est ça, il y a Mister Universe, et après il y a Mister Olympia, en mode... ouais, ok. Donc ouais, du coup, Conan, oui, effectivement, Conan, pour moi, c'est... Je le mettrais pas dans le chef-d'œuvre quand même, mais je le mettrais dans excellent, parce que c'est vraiment un super film, voilà, avec une patte assez unique, avec un vrai cachet d'époque. Et d'ailleurs, il va enchaîner, puisque après Conan le Barbare en 82, il y aura Conan le Destructeur en 84, et là on part sur un truc qui est complètement différent. C'est-à-dire que tout ce qui faisait la richesse de Conan le Barbare va être complètement effacé dans Conan le Destructeur, et on sait pas pourquoi. Enfin, il y a une théorie qui dit que, apparemment, l'idée c'était que, comme E.T. à l'époque avait tout raflé sur son passage, il fallait surfer sur la mode d'E.T. Voilà, alors, allez m'expliquer comment avec Conan on peut surfer sur la mode d'E.T. et comment avec Conan on peut aller récupérer le public d'E.T. Je sais pas du tout comment ils ont fait pour se dire qu'il y avait une espèce de corrélation entre les deux univers. Mais il n'empêche que c'est ce qui tourne à Hollywood. Apparemment, l'idée à l'époque, c'était de surfer sur la vague E.T. Et donc, pour ça, ils ont enlevé toute la violence graphique, toutes les scènes dénudées, toute la gravité qui tournait autour du récit, tout ce qu'il y avait dans le premier qui était sérieux, ils l'ont complètement supprimé dans le 2. Et du coup, ça donne un film qui est, en fait, qui a perdu toute son identité, je trouve. Il y a de l'humour qui est pas vraiment très drôle, il y a une espèce de comic relief, je m'en souviens dans le film. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu pour le coup, celui-là. Mais je sais qu'il y a un comic relief dans le film que je trouvais insupportable à l'époque, qui arrêtait pas de couper la parole à tous les acteurs pour
pour balancer des jeux de mots à la con. Enfin, il y avait un truc qui était vraiment malsain dans ce film, je sais pas, qui me mettait mal à l'aise, quoi. Ça sonnait pas réel, en fait, avec l'univers, je trouve. Après, il y a toujours une direction artistique qui était très belle, tout ça, mais il n'empêche que le film, il fonctionne pas à cause de son humour, il fonctionne pas à cause du fait qu'il veut être quelque chose qu'il n'est pas, en fait, c'est-à-dire un film familial. Conan, c'est pas un univers familial, donc du coup, on se retrouve avec un film, en fait, qui est, moi, je trouve, qui est bof, quoi. Franchement, moi, je le mets dans bof. Dites-moi ce que vous en pensez de Conan le Destructeur. Conan le Destructeur, c'est une anomalie comparée au premier volet et c'est raté. D'ailleurs, j'avais bien aimé ta vidéo sur Schwarzy que t'as sorti il y a 2-3 ans. Oui, effectivement. Donc là, on me dit nul carrément pour Tyler. Je mettrais quand même pas dans nul. Alors, bof, c'est quand même pas dingue, hein. Mais en fait, il y a des choses à sauver, en fait, surtout visuellement, je trouve. Le film garde quand même son identité visuelle, en fait, c'est tout le reste qui perd. Et c'est toujours quand même génial de voir Schwarzenegger dans ce personnage-là, malgré tout. Mais tout le reste est raté, et c'est vraiment dommage, je trouve. Donc, en sachant que... donc entre Conan le Destructeur, alors après Conan le Destructeur, du coup il y a Terminator, on va y venir. Donc il y a Conan le Destructeur, il y a Terminator et il y a Kalidor, voilà, c'est ça que je voulais dire. Il y a Kalidor, pas juste après Conan le Destructeur, mais entre Terminator et Commando, il y a Kalidor. Donc Kalidor, qu'est-ce que c'est? Dites-moi si vous connaissez Kalidor, du coup, qui s'appelle Red Sonja, du coup, en VO. Dites-moi si vous avez vu Kalidor et si vous savez de quoi ça parle, histoire de voir si on peut en parler un peu en détail ou pas. Ça sort en 85, Kalidor. Alors justement, tu me dis Conan 3, tu me poses la question, c'est Conan 3, c'est justement là tout le paradoxe, en fait. C'est que Kalidor, en fait, c'est un espèce de spin-off... remake de Conan, c'est-à-dire comme le 2 a pas marché, ils ont quand même voulu surfer sur la vague de Conan, continuer à surfer sur cette vague d'heroic fantasy un petit peu. Donc ils sont allés chercher l'univers Red Sonja, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. C'est Red Sonja, je crois, mais je suis plus sûr. Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Et en fait, le titre Red Sonja, c'est le titre de l'héroïne, parce qu'à la base, cet univers va suivre le personnage, du coup, ce personnage féminin. Et donc, à côté de ça, il y a un personnage qui la suit, donc qui s'appelle Kalidor. Et donc là, le personnage féminin est joué par Brigitte Nielsen, je crois, dans le film, et Kalidor est joué du coup par Arnold Schwarzenegger. Mais le souci, c'est qu'à la base, il devait faire qu'une apparition, Schwarzenegger, dans ce film-là, sauf que la production a vu, en fait, s'est rendu compte qu'il manquait un petit peu de star power, on va dire, dans le film. Donc ils vont complètement mettre de côté le personnage féminin dans la promo, et ils vont mettre Schwarzenegger sur le devant de l'affiche, donc littéralement, il est en énorme sur l'affiche. En Europe, du coup, le film, il s'appelle Kalidor, alors que ça suit pas du tout les aventures de Kalidor. Et en plus, en fait, t'as l'impression que c'est Conan, quoi. C'est-à-dire que les gens se sont dit, mais attends, mais c'est quoi ce truc-là? C'est Conan, du coup? C'est la suite de Conan? On sait pas. Ça a été hyper vendu de manière très bizarre à l'époque, ce film-là. Et donc, du coup, ça a fait un four monumental. En plus, c'est vraiment pas terrible, je trouve. Je me demande s'il n'y a pas eu un problème de droit pour Conan, d'où ce nom de Kalidor. En fait, il n'y a pas vraiment eu de problème de droit, justement. On va y venir sur Conan le 3e qui était prévu. Il y a une histoire avec ça, mais c'est en corrélation avec un film qui va arriver de Schwarzenegger. Mais du coup, ouais, Kalidor, alors moi, pour le coup, moi je trouve ça un peu nul. Là, pour le coup, ça, je le mets dans nul sans hésiter. Je trouve que c'est mal vendu, c'est pas terrible. Ça essaie de surfer sur un truc. Enfin, là, pour le coup, en 3 ans, Schwarzenegger, il a vraiment essayé de surfer sur un film. Et justement, il a eu raison d'après quitter ce truc-là. On y reviendra, mais il va expliquer comment il a réussi à quitter le navire Conan, parce qu'il s'est rendu compte que le truc était en train de couler et que les mecs voulaient faire une franchise sans s'arrêter, quoi. Et donc là, on en vient à Terminator. Alors Terminator, c'est pareil, c'est compliqué, c'est très compliqué d'aborder un film comme Terminator. Il y a tellement de trucs à dire et à la fois, c'est hyper complexe, Terminator. Moi, je trouve que c'est un film qui se bonifie avec le temps, Terminator. Plus je le vois, plus je l'apprécie, Terminator. Visuellement, il est fabuleux, il est somptueux. Là, ils ont sorti un remaster 4K récemment qui est superbe, je trouve. Il y a une tension qui est dingue, surtout durant la première heure, je trouve qu'il y a une vraie tension. Du coup, quand le Terminator va aller chercher Sarah Connor, il y a un effet un petit peu slasher, je trouve. Il y a ce côté très horrifique, je trouve, où elle va se faire poursuivre par ce monstre, littéralement, qui va pas la lâcher. On est sur un début, de film qui est complètement à l'opposé de ce qui est censé être Schwarzenegger au cinéma à cette époque-là, et pourtant, il va chercher un rôle comme ça. Je trouve ça assez dingue pour le coup. Même si apparemment, d'après la légende, il voulait le rôle de Kyle Reese, mais son physique fait que c'était plus
simple de choper le rôle du Terminator, et c'est totalement logique, quand tu le vois de loin, il a l'air indestructible ce truc-là. Surtout Terminator 2, on va y venir à Terminator 2. Ouais, qu'en rajouter de plus à Terminator, à part que c'est un chef-d'œuvre de la science-fiction, de l'horreur. Vers la fin, avec le Terminator en stop motion, on va dire que c'est dans son jus, le Terminator en stop motion, on peut en discuter, mais moi ça me choque pas plus que ça. C'est sûr que ça sort un peu du truc parfois, mais il y a un côté un peu horrifique quand même, effectivement, qui sort de ce truc-là, qui est pas dégueu, quoi. C'est mon préféré de la saga, le 2 est meilleur, mais le 1 est plus viscéral. Le Terminator est réellement ce qu'il doit être, une machine, ouais, totalement. On est vraiment limite plus sur un slasher que sur un film de science-fiction, quoi. Quand je le revois, à chaque fois, je me dis, effectivement, on est sur un film d'horreur, quoi. Et puis Schwarzy, il est d'une justesse assez impériale. En fait, vu qu'il parle pas très bien anglais, qu'il a cet accent, le fait qu'il soit hyper silencieux, très muet, je crois qu'il balance que quelques phrases dans le film, je crois qu'il y a un truc comme ça, je sais plus combien de phrases il dit dans le film, je crois 5 ou 6, une connerie du genre. Mais là, le côté quasi muet, en fait, avec ce corps hors norme, ça lui confère une espèce d'aura hyper inquiétante, ça fonctionne super bien sur le personnage, pour le coup. Là, on est vraiment sur le personnage et l'acteur qui matchent parfaitement, quoi. Effectivement, Terminator, un petit bijou de science-fiction, un thriller urbain, un film d'horreur, il y a de la romance, enfin, il y a tout, quoi. C'est chef-d'œuvre, on peut le dire. C'est chef-d'œuvre, Terminator, sans contestation. On peut dire qu'avec le premier Terminator, James Cameron a réalisé un excellent film d'horreur. Ah oui, non, mais totalement. Et puis avec le budget, je crois qu'il y a un budget de 6 millions, un truc comme ça, et il a rapporté 80, donc c'est un succès de fou par rapport au budget. Non, ça fonctionne super bien. Terminator, c'est Terminator, quoi. C'est ça qui est fou, je peux pas vous vendre Terminator comme si c'était le truc du siècle, parce que vous dire ça fonctionne bien Terminator, oui merci, tout le monde a vu Terminator, si vous l'avez pas vu, je vous le conseille vraiment pour le coup, mais c'est un film culte, quoi. Voilà. On est vraiment sur ce qu'est le cinéma culte dans le sens le plus pur du terme, quoi. Terminator, on peut pas le mettre ailleurs que dans le chef-d'œuvre. Et au-delà de... Je le mets pas dans le chef-d'œuvre pour ce qu'il est, pour ce qu'il représente en termes de film et d'aura, c'est que vraiment le film en lui-même est vraiment excellent, quoi. Et même aujourd'hui encore, il fonctionne super bien. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Ah, Commando. Alors Commando, il y a... Commando, c'est pareil. Alors là, on passe de tout à rien, là. Vraiment, avec Commando... Commando, en fait, ça sort à la même époque que Rambo 2. Voilà, donc c'est un petit peu... On est sur le début de la guerre, la fameuse guerre Stallone-Schwarzenegger. Et donc ça sort à la même époque que Rambo 2. Je crois que le personnage de Schwarzenegger dans Commando tue plus de personnes que Rambo dans Rambo 2, ce qui est un exploit. Je crois qu'on est à 81 morts dans Commando, mais 81 morts tués par Schwarzenegger. Hein. Et il tue les gens avec tout ce qui lui passe par la main. C'est assez aberrant. Et John Matrix, voilà, tout à fait. John Matrix, le nom est fou déjà, voilà. Donc ouais, effectivement, Commando, c'est pas un film, c'est un génocide, non mais c'est n'importe quoi. C'est absurde, fascinant, comme dit Robin, il y a un truc qui est incroyable, mais... Ce qui est intéressant avec Commando, c'est que, à la différence de Rambo 2, qui est plutôt sérieux dans son approche, Commando, lui, il y a un côté plutôt, genre on fait les cons et on le sait, quoi, j'ai l'impression. Plus je vois le film et plus je me rends compte qu'effectivement, Commando, il y a un côté nanardesque qui est assumé, en fait. Là où Rambo 2 était très sérieux, était très patriotique, très propagandesque, j'ai envie de dire. Mais je vais vous mettre quelques extraits d'ailleurs, je vais commencer par vous mettre un extrait justement de Stallone qui dit... effectivement, Schwarzenegger, il me copiait à l'époque, quoi. Alors attendez, faut que je retrouve ça. No, I really respect this guy. I think he's brilliant. What he's done, what he's accomplished, he's had 3 different careers. Oh, he's great. But I want to strangle him. You want to strangle him? I did. Well, I mean, yeah. But I mean, you would do Rambo, and then he would do Commando. Commando, yeah. Donc voilà, bon, c'est à une époque où voilà, pour le coup, à cette époque-là, il y avait plus vraiment de rivalité, ils étaient amis, tout ça, mais c'est marrant de se rendre compte qu'en fait, il se renvoyait la balle à cette époque-là en mode qui fera le plus de morts dans un film, quoi. Parce qu'évidemment, dans les années 80, celui qui faisait le plus de morts, c'est celui qui faisait le plus d'entrées aussi, donc... oui, alors du coup, on est sur un film qui est complètement, limite parodique, quoi. On a des punchlines toutes les 4 secondes. L'antagoniste, il est absolument fabuleux, je trouve. C'est une pépite pour moi. Avec sa moustache à la Freddie Mercury, là, c'est incroyable, je trouve. Il est délicieux, et en VF, il est encore plus délicieux, je trouve. C'est assez dingue. John Matrix, John Rambo, John Wick, ouais, c'est toujours les John, oui, effectivement. C'est eux qui flinguent tout le monde, tout à fait. Bien vu. Oui, à ce niveau-là de la forme, c'est une copie, mais le fond est totalement différent. Oui, c'est ça. Mais justement, en fait, il explique, justement, j'ai un autre extrait où, justement, Schwarzenegger explique que là où Stallone, à l'époque, allait dans la propagande, lui, allait plus dans le... Comment dire? Il essayait de s'éloigner, justement, de la politique, ce qui est assez paradoxal pour celui qui deviendra le gouverneur, mais... Il explique ça assez, comment dire, de manière assez explicite.
Et justement, en plus, c'est une archive qui est assez cool, c'est une interview française de l'époque. Donc je vous mets ça, je crois que c'est ça, ouais, attendez. Je veux dire que vos muscles, c'est pas simplement l'expression de l'Amérique de Reagan à travers notamment les films de Stallone, et vous êtes aussi l'expression d'autres choses dans l'Amérique. N'oublions pas qu'il y a une différence entre mes films et ceux de Stallone, même si il y a des analogies. C'est-à-dire que il faut tout de même comprendre et suivre mes films avec un peu d'humour. C'est un petit peu de la facétie chez moi, tandis que lui a un message politique qu'il veut transmettre avec lequel je suis en contradiction totale, parce que je ne pense pas qu'il faille déformer un film pour l'utiliser à des fins politiques. Pour ma part, je me tiens à l'écart des politiques lorsque je parle de cinéma, lorsque je fais des films. Donc voilà, c'est quand même assez intéressant ce qu'il dit justement sur ce côté. En fait, à cette époque-là, au milieu des années 80, Stallone a vraiment cette étiquette de un peu pantin de Reagan, genre propagande anti-URSS, pro-Amérique, vraiment guerre froide à fond quoi. Et Schwarzenegger justement, il fait des films d'action mais il veut sortir de ce truc là parce que bah lui c'est pas un Américain, il s'en fout un peu quoi, il veut juste faire des films en fait. Il était plus focus sur le cinéma de divertissement que sur le cinéma politique à cette époque. Ouais, tout à fait, exactement. On parle de parodie, on parle de nanardesque quand on parle de Commando, et d'ailleurs pour moi je pense qu'on va le mettre dans le... Bah c'est un nanar, hein, Commando, on va le placer directement, hein, on va pas perdre de temps. Mais le truc c'est que c'est pas forcément péjoratif un nanar, hein. Je l'ai mis en bas justement parce que c'est pas péjoratif, et le truc c'est que j'ai un dernier extrait où il y a Schwarzenegger lui-même qui va avouer, parce qu'il va tomber sur une interview un peu, le mec essaie de le piéger en lui disant mais il y a beaucoup de morts dans votre film, c'est ultra violent machin, et lui va dire justement en fait oui justement il y a beaucoup de morts mais en fait c'est un truc un peu humoristique, c'est un peu nanardesque quoi, en fait il le dit lui-même quoi. This new film you've made, Commando, it's very violent, isn't it? I mean, Yeah, there's a lot of action, but actually it's very low-key. I only kill around 100 people in that film, and which is low-key for my film. Yeah, but that doesn't worry you that it sets a bad example. You know the way they say violence breeds violence, people go to violent movies, No, they act violently? It's more in a very humorous way done, you know? I mean, there's a lot of humor in the movie. Vous voyez quand même qu'il est quand même vachement dans l'autodérision où il dit non mais je ne tue que 100 personnes dans le film, c'est pas très violent. En fait le mec essaye de le piéger dans l'interview, mais lui en fait il a conscience de ce qu'est le film, et c'est là où est sa force en fait, c'est je pense qu'il a toujours eu conscience des films qu'il signait quand c'était des films, il voyait les films qui allaient être je pense cultes, il voyait les films qui étaient un petit peu nanardesques, il voyait les comédies tout ça, et je pense que c'est sa force, c'est qu'il a toujours pris du recul sur ce qu'il était, il a toujours eu cette espèce d'autodérision en fait qui est super intéressante, et là ça en est la preuve parce que c'est vraiment une interview à l'époque de la sortie de Commando, donc il fait la promo du film en expliquant vraiment que le film est fait pour que le film est un peu con quoi en gros. Et donc là, après Commando, il va enchaîner 2 films que je trouve pas dingues. Je trouve que c'est 2 des moins bons de Schwarzenegger. Donc ça va être Le Contrat qui sort, donc les 2 sortent en 86. Ça va être Le Contrat et Running Man. Alors Running Man, je sais qu'il est apprécié par beaucoup, mais moi je l'ai pas trouvé terrible pour le coup. Mais on va commencer par Le Contrat avant de parler de Running Man. Donc tout à l'heure on parlait de Conan du coup. À l'époque quand il signe le contrat de Conan, il signe pour 3 films je crois. Et il veut se défaire de ça, parce qu'en fait il se rend compte qu'avec Kalidor, avec Conan le Destructeur, ça fonctionne pas. Il y a plus la patte et la vision du premier film. Donc il veut se défaire de ça, il veut vraiment pas faire ce 3e film. Il va accepter de faire le film Le Contrat, pour justement pouvoir se dégager de du contrat. C'est quand même assez paradoxal parce que le film en français s'appelle Le Contrat et il va l'accepter pour casser son contrat justement sur Conan. Donc c'est un peu, le film est pas mauvais, mais il est anecdotique en fait. C'est vraiment on est sur ils essayent de faire un film un peu à la Melville, tu vois, toute proportion gardée bien évidemment. Il y a un truc un peu à la James Bond, enfin il y a un mélange de Melville, James Bond et Commando. Donc en fait le mashup ne fonctionne pas du tout. Du coup, c'est un peu bizarre. Moi je le mets dans bof, je le mets pas dans nul quand même, mais tu vois qu'il l'a fait pour les mauvaises raisons, tu vois qu'il est pas fan du truc, voilà, c'est pas son meilleur quoi. Donc je le mets dans bof. Et ensuite il y a Running Man, donc après il y a Predator entre les deux, mais on va y venir parce que c'est un gros morceau. Running Man pareil, alors Running Man ça aurait pu être un vrai classique de la filmo de Schwarzenegger, il y avait tout pour. C'est réalisé par, je sais plus le nom du réalisateur, mais c'est l'acteur qui joue Starsky dans la série Starsky Hutch, le réalisateur de Running Man. Là l'anecdote est folle. Et du coup Running Man c'est à la base un roman
roman de Stephen King, qu'on prononce Stephen King, ça j'y tiens. On dit pas Stephen, on dit Stephen King normalement. Mais je l'ai dit dans ma vidéo sur Shining, je disais Stephen King, j'ai eu 100 commentaires. Non, on dit Stephen King, non, renseignez-vous, on dit Stephen King. Mais bref, c'est pas ça le sujet. Donc ouais, Running Man, donc c'est une adaptation du livre de Stephen King qui est même pas signé de ce vrai nom, je sais plus quel nom il signe, il prend un autre nom quand il fait le livre. Le concept est cool, hein, c'est une espèce d'Hunger Game, un truc un peu, voilà, Hunger Game avant l'heure, genre on participe à une émission de télé pour je sais plus quoi, enfin. Le monde est pas dégueu, il y a un truc un peu, c'est un peu cruel, il y a des personnages qui sont pas dégueux, tout ça, mais je trouve qu'il est pas très mémorable ce film, je trouve qu'il manque d'un truc en plus, peut-être un gros réal derrière, peut-être qu'avec Verhoeven justement ça serait bien passé, on va y venir à Paul Verhoeven avec Total Recall, mais avec un Paul Verhoeven peut-être que Running Man serait eu une autre saveur. Il est pas mauvais, je le mets dans bof. Pour moi, il est bof. Dites-moi ce que vous en pensez de Running Man. Je suis assez curieux, si vous l'avez vu déjà. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'aiment bien, Running Man, quand même. Il y a des aficionados de Running Man. Running Man, c'est pas mauvais et intriguant, vu l'histoire de base, mais perso, je trouve kitsch dans les décors. Il a très mal vieilli, Running Man, ok. Et effectivement, oui, ça je le disais, Lucius, il y a un nouveau Running Man qui va sortir. Paul Michael Glaser, exactement, merci. Merci pour le nom du réalisateur, donc qui interprète Starsky dans la série Starsky. Richard Blackman, ok, c'est comme ça qu'il signe le... Oui, c'est vrai que c'est un de ses noms de... Il fait des romans, il y a des auteurs comme ça qui font des romans avec d'autres noms. Donc ouais, voilà, Running Man, c'est pas dingue, on a 2 films qui sont pas terribles, je trouve. Par contre, en 87, on a Predator. Et là, on a un film pareil... où il y a des trucs à dire quand même. En sachant qu'aujourd'hui c'est devenu une licence à succès de Disney, il y a plein de trucs qui se sont faits depuis. Lucius, t'es pas fan de Predator? Je serais curieux de savoir pourquoi du coup. Je sais pas si tu parles de Predator ou de Running Man, mais je serais curieux de savoir pourquoi. Predator, un chef-d'œuvre évidemment, tout est excellent, l'histoire, l'ambiance, la musique. Le Predator, un excellent huis clos à ciel ouvert. J'adore le changement de ton, on passe de film bourrin à horrifique. Effectivement, c'est une des forces du film, le fait qu'on passe justement d'un film d'action complètement... on se dit ça va être un film d'action décérébré, puis on passe sur un truc complètement viscéral, c'est assez dingue, sur Predator. Compte tenu de la suite de la saga, le premier Predator est passable. Ah ouais, carrément. Mais si ça avait été un stand-alone, j'aurais passé mon chemin. Ok. Non mais c'est ton avis, t'as le droit de pas aimer le premier Predator. Mais je me demande ce que ça aurait donné si Jean-Claude Van Damme avait pu continuer à participer au film, pourtant la tenue du film... Bah ça aurait été nul, je pense du coup, parce que la tenue était horrible. La tenue sortait vraiment du film. En fait, c'est là que tu vois que le cinéma c'est organique en fait, ça se passe vraiment... les choses arrivent vraiment pour de bonnes raisons, et le fait que le Predator ait finalement ressemblé à ce qu'il ressemble aujourd'hui, bah en fait ça a offert à la franchise tout son succès quoi, avec le temps. Donc moi Predator, je dirais pas que c'est un chef-d'œuvre, je dirais pas jusque là quand même, parce que pour moi c'est pas le... Par rapport au cinéma de McTiernan, pour moi son chef-d'œuvre c'est Die Hard 3, ça c'est... Même pas le premier Die Hard, hein. Pour moi son chef-d'œuvre c'est Die Hard 3, le contexte de Die Hard 3, tout ça. D'ailleurs on se fera si vous êtes intéressé, dites-moi, une tier list sur Bruce Willis, en enlevant évidemment les 14 milliards de DTV, hein. On va essayer de prendre les films un peu intéressants, mais je pense que ça peut être intéressant aussi la tier list sur Bruce Willis. Mais donc on va directement placer Predator dans les excellents, ça c'est sûr. Pour moi il est pas plus bas, hein. Ça c'est clair. Mais... malgré tout, je le mets pas dans le chef-d'œuvre parce que je trouve qu'il y a un mini ventre mou quand même. Il y a un début qui est un peu, voilà. Et Revker qui me dit Predator chef-d'œuvre. Ok, je peux comprendre. Essayez de me faire changer d'avis, mais après attention, entre excellent et chef-d'œuvre, pour moi excellent c'est quand même un bon 4 étoiles quoi. On est sur un truc qui est quand même bien quoi. Mais surtout, ce qui est bien, c'est que Predator c'est vraiment l'exemple du projet. Enfin, c'est l'exemple du projet cinématographique qu'aurait dû être lambda, qui sonnait comme lambda, mais qui, mis entre les mains d'un auteur comme John McTiernan, est devenu d'un coup un tout autre film qui raconte réellement quelque chose quoi. Parce qu'effectivement, comme disait tout à l'heure, je sais plus qui c'est qui disait ça, mais effectivement, on commence avec un espèce d'actionneur un petit peu bourrin où ça tire de partout, avec l'espèce de scène où il se tape dans la main avec les biceps, tout ça. On est sur ce truc là, et d'un coup, en fait, tu passes de ça à un film où les chasseurs deviennent les chassés par une espèce de monstre qui est ultra puissant. Donc en fait, t'as McTiernan qui vient complètement castrer en fait ces héros ultra musclés quoi. Donc c'est assez drôle quand même. On est en 87, donc on est vraiment sur... il y a plein de films d'action, on est vraiment à l'époque des films d'action, et John McTiernan, un an avant de révolutionner justement le héros d'action avec Bruce Willis dans Die Hard, va castrer les gros bras d'Hollywood en leur mettant sur les pattes une espèce de monstre qui va les déglinguer. Littéralement, t'as Carl Weathers qui se fait arracher son gros bras dans le film. Donc on a ce truc-là qui est hyper intéressant. Mais surtout, on a cette espèce de chasse à l'homme à la fin entre du coup le personnage de Schwarzenegger et le Predator, une espèce de finale quasi muet où on est de retour dans la nature la plus profonde. Schwarzenegger qui va justement se lier avec son environnement
environnement pour pouvoir détruire la bête. Mais c'est ça qui est assez dingue quand même pour le coup, c'est que on est sur un film qui a une tension de dingue et on s'y attend vraiment pas. On prend un peu pour prendre l'exemple récemment d'un truc comme ça, on est un peu sur Sinners par exemple, qui est sorti cette année, où on se rend compte, on se dit bah tiens on va regarder un film de gangster, et puis d'un coup ça part complètement en couille et on se retrouve sur un film de vampire. Bah là c'est pareil, on se dit on va tomber sur un film d'action lambda, et en fait on tombe sur une espèce de limite de slasher où t'as des mecs qui se font poursuivre par un gros monstre dans la jungle, donc c'est quand même un truc de dingue quoi. Donc je vais revenir sur le chat. Je parlais de Predator, je trouvais pas ça fou en fait, j'ai l'impression que ça a voulu faire concurrence à Alien mais en plus kitsch et plus mauvais. Je suis pas vraiment d'accord parce que je trouve que les deux films racontent pas du tout la même chose pour le coup. On est sur deux choses différentes je trouve par rapport à Alien et à Predator, mais je peux comprendre qu'après on n'aime pas ce style là, en tout cas ce style de cinéma, ça je peux comprendre. Faudrait peut-être que je le revoie. Alors ouais c'est à revoir je pense, avec du recul c'est à revoir Predator, avec ce prisme là en tout cas, de se dire est-ce que c'est un film d'action? Non, ça ne l'est pas. Si tu le vois en te disant c'est pas un film d'action, c'est un film pas horrifique, mais c'est un film, un thriller un petit peu dans la jungle, tu vois, un truc un peu un slasher quoi. Bah tu vas voir qu'il y a une ambiance un peu différente. Après le début effectivement on n'est pas sur ce truc là, mais pareil j'ai l'impression d'être passé à côté. Après pas forcément, comme je dis, je pense que ça m'étonne pas qu'il y ait des gens qui n'aiment pas le style Predator, parce qu'on est sur un film qui est assez spécial et effectivement peut-être que vous vouliez un actionneur à 100% actionneur et que du coup le film vous prend un revers avec ce monstre qui vient justement détruire ceux qui sont censés être les héros quoi. Donc, très mauvais Sinner aussi. Ah ben voilà, je pense que t'aimes pas les retournements de situation, du coup, peut-être, je sais pas. Si t'aimes pas Sinner aussi, du coup, peut-être que c'est ce style-là qui te plaît pas. Effectivement, t'aimes pas les films qui viennent te promettre un genre et qui t'en amènent un autre pendant le film, je sais pas. C'est peut-être ça. En tout cas, moi, Sinner, quand je l'ai vu, je savais rien du film. Vraiment, j'avais rien vu, j'avais rien entendu, donc je me suis vraiment fait cueillir par le truc et ça m'a vraiment parlé. Predator, du coup, je savais, mais pareil, quand je me suis rendu compte, à force de le voir, de comment switcher le film, je suis putain, en fait, c'est brillant, quoi. Pour moi, Predator, c'est un des films brillants de Schwarzenegger, dans le sens où il va au-delà du simple film d'action. Il n'y en a pas beaucoup dans les années 80, des films d'action qui vont au-delà de ce qu'ils sont, en fait. Donc pour le coup, rien que pour ça, il vaut le détour, Predator. Parce que c'est un film qui est bien écrit, quoi. C'est pas Commando, quoi. Voilà, ça raconte quelque chose. Un thriller horrifique, tout à fait. Ouais, Sinner, moi je l'ai pas revu encore depuis le cinéma, mais effectivement, Sinner, c'est un sacré film. Donc, Predator, écoutez, moi je le laisse quand même dans Excellent, parce que j'aime beaucoup Predator. Après, on pourra parler des suites, tout ça, mais bon, c'est peut-être pas le moment, sinon ça va être trop long. On passe carrément aux comédies même, hein. À différentes sortes de comédies. Donc là, on a la comédie d'action, on a la comédie familiale, et on a la comédie de science-fiction. Donc on a toutes les sortes de comédies qui arrivent. Là, on a la période comédie Schwarzenegger. Double détente, pour moi, il est très anecdotique. C'est une espèce de body movie où Schwarzenegger, il joue les Russes de service. Ouais, c'est pas un truc, moi je le mets dans bof. Après, dites-moi, hein, peut-être qu'il y a des gens qui l'aiment bien. Moi je le trouve pas dingue du tout, Double Détente, c'est pas un film qui me plaît énormément. Je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui l'ont vu. Il y a un truc intéressant sur Double Détente, c'est que c'est grâce à ce film-là que du coup Daniel Beretta, qui est la VF officielle de Schwarzenegger, qui est décédé il y a quelques années malheureusement, il a commencé sur Schwarzenegger avec Double Détente. Et c'est Schwarzenegger lui-même qui a sélectionné Daniel Beretta comme étant sa voix officielle. Et c'est Daniel Beretta qui raconte l'anecdote, donc je l'invente pas, et j'ai l'extrait, je vais vous montrer ça. Est-ce que vous pouvez m'appeler demain matin à 11h précise, avec la voix la plus grave possible et un accent russe? Vous savez faire l'accent russe? J'ai dit oui, bien sûr, je ne l'avais jamais fait. Et donc le lendemain matin, 11h, j'étais à Orly, j'avais mon avion à midi, 11h moins 5, je fais le numéro. Allô, je voudrais parler, Madame Jacqueline Porel, s'il vous plaît. Et j'entends, let's do it again, speak. Et je dis quelques mots, quelques phrases comme ça, et j'entends derrière la grosse voix qui dit, he got the job. Donc voilà, l'anecdote est super, je trouve. Et je trouve ça dingue que le mec ait été sélectionné par l'acteur lui-même. Pour le coup, là, tu peux pas faire plus en termes de légitimité que d'avoir été choisi par le comédien que tu vas doubler, quoi. Beretta, la dernière fois que je l'ai entendu, c'est sur Terminator Dark Fate, et tu sentais qu'il était fatigué, quoi. Tu sentais qu'il avait plus la même voix et tout. Mais il a fait un travail... Parce que moi, je suis Team VF, hein, je vous le dis, hein, si jamais ça vous gêne, désolé, du coup. Mais moi, je suis très Team VF. En tout cas, Team VF dans les années 90. Hein. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué, mais à cette époque-là, sur les films d'action, la VF, elle est dingue, quoi. Et je trouve que, du coup, Daniel Beretta a fait un super travail sur Schwarzenegger, dans True Lies, dans Terminator, dans Last Action Hero. Voilà, je trouve qu'il a vraiment réussi à choper l'essence de ce qu'est l'acteur, quoi, de ce qu'il dégage. Donc franchement, super gars. Et donc sélectionné en personne par Schwarzenegger sur Double Détente. Dommage que le film soit nul, mais du coup, bof en tout cas. Mais du coup, Beretta qui a commencé du coup à doubler Schwarzenegger avec un accent russe, à couper la vodka au couteau. Bref, on enchaîne du coup
avec Jumeaux. Alors Jumeaux, c'est pareil. Jumeaux, c'est avec Danny DeVito, donc ça raconte... Alors le concept est génial. Jumeaux, c'est Arnold Schwarzenegger et Danny DeVito qui se rencontrent, qui sont deux jumeaux qui ont été séparés à la naissance et qui finissent par se retrouver étant adultes. Sauf qu'évidemment, il y a une différence physique qui est exponentielle et c'est là tout l'aspect comique du film, quoi, pour le coup. Même s'il y a aussi une différence de personnage où Schwarzenegger il joue une espèce de grand gaillard un peu naïf, alors que DeVito, je crois que dans mon souvenir, c'est un peu un escroc. Moi j'aime bien ce film-là, je le trouve assez rigolo pour le coup, c'est une comédie qui est assez drôle, et ça a été un énorme carton à la base, puisque ça... Enfin à la base. Oui, ça a été un énorme carton, puisque ça a rapporté, je crois plus de 100 millions de dollars rien qu'aux États-Unis, donc c'est un truc assez énorme. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ensuite, il y a eu cette mode des acteurs de films d'action qui se lancent dans la comédie, parce que Jumeaux a été un succès phénoménal, pour le coup, en termes de box-office. Pas mal, l'alchimie fonctionne bien, oui, effectivement, dans Jumeaux, c'est très cool. Tellement absurde que c'est fun et le duo marche bien. C'est déjà pétieux sur DeVito dans ce film, je crois bien, oui. Je crois que oui. Dans mes souvenirs, je confonds peut-être avec Junior, parce qu'il a aussi joué dans Junior avec Schwarzenegger, on va y venir. Mais je crois que oui. En tout cas, moi, Jumeaux, je le mets dans pas mal. Je l'aime bien, moi, Jumeaux. Je le trouve drôle. Et du coup, ouais, je disais, c'était l'époque où... Donc là, c'est le premier... Il y avait vraiment une énorme autodérision de la part de Schwarzenegger. Ça fonctionne du feu de Dieu au box-office. Donc évidemment, les stars du cinéma d'action vont s'engouffrer dans la brèche. Tu vas avoir Bruce Willis avec un film de Robert Zemeckis avec Bruce Willis et Meryl Streep. Trouvez-moi le titre. Mais en tout cas, il sort au début des années 90. C'est une comédie horrifique, pareil. Donc les acteurs de films d'action surfent sur ça. On a aussi Stallone avec Arrête ou ma mère va tirer, avec Oscar, donc qui est le remake du film avec De Finesse. Et d'ailleurs, c'est très drôle l'anecdote. Je sais pas si vous avez vu Arrête ou ma mère va tirer avec Stallone. Putain, je confonds décidément. Mais donc le film Arrête ou ma mère va tirer avec Stallone, c'est un film qui est horrible. Hein. C'est vraiment un film pas à voir. Le scénario est horrible, mais justement c'est un piège qu'a tendu Schwarzenegger à Stallone parce qu'il savait que le scénario était pourri. Il a fait croire du coup à Stallone que le film qu'il était intéressé par le film parce qu'il savait que Stallone, en sachant que Schwarzenegger était intéressé par le film, il allait prendre son téléphone et vite choper le film avant lui. Mais du coup en fait ça a été un piège de Schwarzenegger, mais j'ai la vidéo où Schwarzenegger l'explique, il explique mieux que moi, c'est mieux de le mettre. La mort vous va assez bien, c'est le film de Zemeckis avec Bruce Willis, effectivement, je confirme, et c'est un très bon film d'ailleurs de Zemeckis. Mais je vous montre l'extrait de Schwarzenegger qui explique comment il a piégé Stallone sur la comédie Arrête ou ma mère va tirer, parce que c'est quand même assez drôle comme anecdote. But so they came to me with this other movie, and I forgot what it was called. Stop or My Mother Will Shoot. Stop or My Mother Will Shoot, exactly. Yes. That's right. And so I read the script, and it was a piece of I mean, let's be honest. And so I said to myself, I'm not going to do this movie. So then they went to Sly, and then Sly called me and he says, hey, have they ever talked to you about this movie? And I said, yeah. I said, I was thinking about doing it. I said, this is a really brilliant idea, this movie. And so when he heard that, because he was in competition, he immediately called him and says, look, whatever it takes, I do the movie. So he did the movie. Wow. And of course, the movie went major into the toilet. C'est un bel enfoiré quand même, le Schwarzenegger, quoi. Il l'a bien piégé à Stallone, pour le coup. Et l'anecdote est folle, je trouve. C'est assez drôle, pour le coup. Parce qu'il savait très bien que c'était de la merde, il lui a refourgué un film de merde, et Stallone n'a pas été assez malin pour s'en rendre compte, quoi. Donc, du coup, là on passe quand même à du gros morceau également, c'est Total Recall. Alors, Total Recall, n'hésitez pas à me dire, pareil, hein, comme Predator, quel est votre rapport à Total Recall? Je suis assez curieux de savoir ça. En sachant que Total Recall, c'est... en fait, le scénario de Total Recall, à l'époque, il va passer par pas mal de mains, mais c'est Schwarzenegger lui-même qui va tout faire pour que le film soit réalisé. Donc c'est assez fou de se dire ça, c'est lui qui veut que ce film soit réalisé parce qu'il trouve l'idée proprement brillante. Et le film, pour moi, est superbe. Pour le coup, j'adore Total Recall, je trouve que les décors sont dans leur jus, ça c'est sûr, mais du coup, offrent un vrai cachet au film. Il y en a qui diront que ça a mal vieilli, évidemment, en termes de décors, tout ça, mais moi je trouve que ça a un vrai esprit, on va dire que c'est un des derniers films avec cet aspect très années 80, alors que ça sort en 1990, je crois. Donc visuellement, il y a un truc quand même qui est fort, et ce qui est fort surtout, c'est l'histoire, en fait. Savoir justement, est-ce que... Tout le principe du film, c'est de savoir si on est dans un rêve ou dans la réalité. Est-ce que le personnage de Schwarzenegger est en train de vivre ses plus belles vacances numériques, virtuelles, ou est-ce qu'il est réellement un agent secret et qu'il est en train d'essayer de sauver le monde, ou Mars, ou je sais plus ce qu'il essaye de sauver dans le truc.
truc. Alors, Total Recall, incroyable, j'adore aussi l'univers, l'ambiance, la musique. L'un des meilleurs actionneurs des années 90, film d'anticipation très innovant, chef-d'œuvre sans hésiter, une excellente adaptation par Paul Verhoeven, ouais tout à fait. Sharon Stone, Michael Ironside, beaucoup de très bons acteurs, ouais effectivement il y a un très bon casting dans le film. Et donc effectivement ouais l'histoire est super intéressante parce que c'est tout le propos du film justement, c'est de savoir s'il est dans un rêve ou dans la réalité. Et ce qui est fort c'est que le film va rester dans l'interrogation jusqu'au bout en fait. On saura jamais au final si c'est vrai ou pas, en tout cas il y a rien qui nous le montre explicitement dans le film. Et c'est ça qui est fort je trouve. J'aime beaucoup quand les films nous laissent comme ça dans l'interrogation où on va nous-mêmes choisir si c'est vrai ou pas, un peu comme The Thing de Carpenter, tous ces trucs là. Donc ouais non franchement le film est vraiment top, même plus que ça je trouve. Franchement Total Recall je le mets pas dans chef-d'œuvre mais je le mets dans excellent. Il est excellent Total Recall. Et surtout effectivement on va dire que comme McTiernan, Paul Verhoeven arrive à prendre ce qui aurait pu être un divertissement lambda et va en faire quelque chose de totalement différent, qui raconte quelque chose, qui dénonce le capitalisme à l'époque, le gouvernement américain, plein de trucs en fait, donc c'est super intéressant ce qu'il raconte dans le film. Et en plus de ça évidemment il y a l'humour qui est ultra présent, des punchlines, beaucoup d'action, donc le film est vraiment super. Puis les trois nibards évidemment, bien sûr, évidemment. Oui, Verhoeven, super réalisateur, effectivement, beaucoup de bons films, même de très très bons films. J'ai pas vu le remake avec Colin Farrell, non, j'ai pas osé me coltiner le remake avec Colin Farrell pour le coup. Mais si vous l'avez aimé, dites-moi s'il est bien ou pas, mais il me donnait pas très envie justement parce qu'en fait tu perdais tout l'univers très graphique du film. Je trouvais ça un peu dommage en fait. Si t'enlèves ça, ça devient une espèce de film de SF un peu lambda, c'est un peu dommage quoi. Un flic à la maternelle, alors il y a pas beaucoup de choses à dire sur un flic à la maternelle pour le coup, c'est je crois que c'est Ivan Reitman qui réalise Un flic à la maternelle, comme c'est lui qui réalise Jumeaux, si je dis pas de bêtises. Je sais pas, j'hésite entre bof et pas mal, parce que je le trouve quand même, il est quand même rigolo le film. Après, en fait, il est rigolo sur certaines scènes, en fait. C'est-à-dire qu'en tant que film en lui-même, il y a des choses qui sont un peu bof, mais le concept est tellement drôle. En fait, l'histoire, c'est un flic qui va être en infiltration et qui va devenir prof à la maternelle, mais sauf que c'est Schwarzenegger, donc forcément, le mec, il fait 4 blocs de long et de large, donc c'est quand même assez drôle. Jumeaux, Junior, Un flic à la maternelle et La course aux jouets sont bien signés Ivan Reitman. La course aux jouets aussi ? Ah bah je savais pas ça, tu vois. Ouais, moi je le mets dans pas mal quand même. C'est un film sympa. Je mettrais pas dans bof quand même. C'est pas non plus le truc du siècle oubliable quoi. Alors que le prochain, qui est Terminator 2, pareil, c'est compliqué de parler de Terminator 2. Bah déjà il va battre tous les records à l'époque. Je crois qu'à l'époque c'est le film le plus cher jamais réalisé. Je crois qu'il va coûter un truc comme 100 millions de dollars, je crois, un truc comme ça. Donc c'est une révolution en termes d'effets spéciaux, parce que ça arrive quand même avant Jurassic Park, le truc. Donc pour le T-1000 c'est une révolution en termes d'effets spéciaux, et ça va être le plus gros succès de l'année 1991 dans le monde entier. Donc c'est le plus gros film de l'année 91 dans le monde. Donc à partir de là, évidemment, Schwarzenegger, il assoit son statut de superstar du cinéma, et on le verra avec le prochain film, justement. Terminator 2, que dire, c'est compliqué d'évoquer ce film-là. Il y a tellement de points à aborder, il y a différents prismes par lesquels on peut le choper. C'est un film qui va mettre en avant des scènes d'action qui sont totalement ludiques en termes d'imagerie. Je me rappelle de cette scène où t'as Schwarzenegger qui saute d'une plateforme, et c'est le cascadeur du coup qui a la place de Schwarzenegger, mais en fait ils ont incrusté son visage. Donc en fait quand t'es tout petit et que tu regardes ça sur la VHS, tu te dis putain mais en fait ouais, il y a pas d'acteur ou quoi, c'est lui qui fait tout, c'est incroyable, tu vois. Enfin il y a tous ces trucs là où tu te dis mais pareil, mais le T-1000 comment il fait comment il réussissent à faire ce truc là, ce truc liquide en fait, quand il y a le jumeau du gardien de prison là qui se modélise devant lui quoi. C'est des images de dingue je trouve. Un des meilleurs films, je pense que c'est un des meilleurs films américains, quoi. Tout genre confondu, je pense que c'est un exemple d'efficacité en termes de ce que ça raconte, de comment c'est réalisé, du rythme du film. C'est assez dingue Terminator 2 par rapport à ce que ça raconte. Et Robert Patrick évidemment fabuleux dans le rôle du T-1000. Cultissime, chef-d'œuvre cultissime. Pour l'instant les chefs-d'œuvre il y a que Terminator. Vous allez voir qu'on sera pas toujours sur ça, mais pour l'instant les chefs-d'œuvre il y a que Terminator, donc ouais, Terminator 2 chef-d'œuvre. Franchement, je pense qu'il y a rien de plus à dire que ça pour le coup. Last Action Hero. Attendez, Last Action Hero, j'avais une intro avant de parler de Last Action Hero. On a une petite intro. Être ou ne pas être. Ne pas être.
Voilà, histoire de se mettre dans l'ambiance de Last Action Hero un petit peu quand même. Ouais, Last Action Hero, il y a pas mal d'histoires sur Last Action Hero quand même. Déjà, il y a un tournage qui est un peu chaotique pour le coup, qui est assez compliqué. Last Action Hero, à la base, le vrai titre du film c'est Extremely Violent. Ça tombe entre les mains de Schwarzy et évidemment il veut en faire un film à sa gloire, hein. En gros on est sur l'après Terminator 2, donc le mec est complètement intouchable, il peut faire ce qu'il veut, on lui donne carte blanche surtout. La force qu'il a à cette époque là c'est que du coup plutôt que d'aller prendre le contrôle sur tout le film, il va récupérer un mec comme John McTiernan et John McTiernan va avoir cette force d'en faire un scénario encore une fois unique qui vient de nouveau remodeler ce qu'est le cinéma d'action, puisque l'histoire du film en fait c'est un gamin qui va être fan d'un personnage qui s'appelle comment il s'appelle, Jack Slater je crois, un truc comme ça, et du coup il va voir le film au cinéma avec un ticket magique et du coup il va rentrer dans le film et vivre les aventures de son héros avec son héros quoi. Donc on est sur un concept qui est génial pour le coup. Last Action Hero, excellent film, beaucoup trop en avance sur son temps, Hollywood n'était pas prêt pour le côté méta, ouais totalement, c'est exactement ça. Mais surtout qu'il y a un moment dans le film où il va faire une blague sur Planet Hollywood, tout ça, donc alors qu'à l'époque ça cartonne complètement. Donc effectivement Last Action Hero s'il l'avait sorti genre en 99 ça aurait cartonné je pense, ça aurait complètement cartonné pour le coup. Mais là en 93 effectivement on est sur un truc qui est les gens ont pas compris en fait, ont pas compris l'humour effectivement qui était un peu trop avant-gardiste, donc le film s'est planté, surtout que je crois que le film il sort, je crois qu'il sort 7 jours avant ou 7 jours après Jurassic Park, qui a été un mastodonte, genre quasiment 1 milliard dans le monde, voire même 1 milliard dans le monde en 93, c'est énormissime, donc il se fait complètement effacer par Jurassic Park, donc il y a plein de trucs qui rentrent en ligne de mire et qui font que Schwarzenegger dans Last Action Hero il est superbe, mais ça fonctionne pas en 93 en tout. Aujourd'hui ça fonctionne trop bien, le film est devenu culte, donc comme quoi ça veut rien dire le box-office, hein. Mais pour le coup, et puis surtout effectivement il y a beaucoup d'autodérision, je sais que j'ai une scène là, j'ai pris une scène du film où justement Schwarzenegger se moque de son propre nom en tant qu'acteur, donc c'est assez drôle pour le coup quand on sait qu'au début de sa carrière les producteurs voulaient pas qu'il s'appelle Schwarzenegger. You think you're funny, don't you? I know I am. I'm the famous comedian Arnold Braunschweiger. Schwarzenegger. Gesundheit. Donc voilà, il y a un côté hyper méta au film en fait que les gens ont pas trop compris. C'est quand même, c'est dommage parce que moi pour le coup, Last Action Hero, moi je le mets dans les excellents pour le coup. Pour moi c'est un excellent film Last Action Hero. Pour tout ce que ça raconte, pareil c'est un film de McTiernan donc ça raconte quelque chose. Il y a un vrai parti pris artistique dans le film et l'histoire est trop cool en fait. Rien que l'histoire, le gamin qui rentre dans son film préféré pour vivre les aventures avec son héros, je trouve ça trop bien quoi. Quand t'es un gamin que tu vois ça, c'est trop cool. Quand j'ai vu la séquence d'Hamlet, je me suis dit Arnold Schwarzenegger qui joue du Shakespeare, le tout dirigé par Kenneth Branagh, sur le papier c'est con mais en vrai pourquoi pas. Ouais effectivement, ouais ce serait trop cool ouais. Sans oublier méchant joué par Charles Dance, ouais complètement. Ouais le méchant est très cool aussi. J'avais été le voir au cinéma, j'avais adoré. Ah bah ouais, je pense qu'il y a quand même eu des aficionados du film effectivement. L'affiche de T2 avec Stallone, ouais ça c'est super. Bah c'est ça en fait, c'est ultra méta mais trop tôt parce que Terminator c'est sorti 2 ans avant, tout ça. C'est tout est trop. Le film effectivement est ultra avant-gardiste, donc c'est assez drôle de se dire ça. Mais pour moi il est excellent. Et le truc c'est que après Last Action Hero et surtout l'échec de Last Action Hero, Schwarzenegger il est un peu au plus mal. Et en fait il s'est ultra investi dans le film, c'est lui qui a choisi l'affiche, c'est lui qui a choisi le réalisateur, qui a choisi quasiment les acteurs. Enfin voilà, il était vraiment hyper impliqué dans le film et ça, du coup le seul film où vraiment il s'implique à fond, il plante, alors qu'il vient de signer le plus gros succès de l'année 91 2 ans avant. Mais du coup il se dit qu'est-ce que je fais maintenant quoi? Comment je peux renouer avec le succès? Et donc ce qu'il va faire c'est qu'il va aller chercher, il va aller retourner voir James Cameron et il va aller le chercher avec une idée de film, donc True Lies. Mais je vous laisse ce cher Schwarzenegger raconter l'anecdote. I showed him a French movie, La Totale, which was $1 million movie. It was made for $1 million in France. But the concept that was there was so brilliant. Jim saw it and he says, let's do it. And, which is very hard to do for Cameron to commit the movie. True Lies, donc, qui est effectivement le remake du film La Totale, réalisé par Claude Zidi. Donc c'est très drôle parce que je m'imagine Schwarzenegger et Cameron en train de regarder La Totale avec Thierry Lhermitte. Je pense que pour le coup c'est assez drôle. Et effectivement ils vont prendre ce film-là et surtout à la base Cameron, je crois qu'à cette époque-là il prépare Spider-Man parce qu'il devait réaliser Spider-Man. Mais c'est ce qu'il dit justement dans l'interview Schwarzenegger, c'est que Cameron c'est pas un réalisateur qui fait 3 milliards de films non plus. Il choisit très bien ses projets et pourtant la preuve que les deux s'entendent vraiment beaucoup, c'est qu'il a réussi, Schwarzenegger, à amener Cameron dans le projet et Cameron a dit bah ok faisons-le alors qu'à la base c'était pas du tout prévu. Mais Schwarzenegger est venu
venu avec une idée, il est venu lui pitcher le truc, il lui a bien vendu, et ce qui fait qu'on s'est retrouvé du coup avec True Lies, donc qui est un film d'espionnage, où Schwarzenegger est un père de famille qui doit mentir à sa famille justement sur son activité d'espion international, jusqu'à évidemment que tout ça le rattrape, que sa femme s'en rende compte, et du coup il y a plein de rebondissements, parce que sa femme voit un homme qui lui du coup se fait passer pour un agent secret alors qu'il n'en est pas un, enfin il y a plein de trucs comme ça, il y a une espèce de, de trio amoureux un peu, avec ce qui amène évidemment beaucoup d'humour dans le film, beaucoup de blagues, beaucoup de scènes d'action aussi qui sont assez dantesques. Pour le coup, le double climax est assez dingue avec le F-16 à la fin, enfin c'est un truc de dingue. Donc ouais, True Lies pour le coup, moi quand j'étais gamin, je le regardais vraiment en boucle, quoi. Vraiment, j'étais fan absolu de True Lies. En plus, il y a eu une rencontre entre James Cameron, Arnold Schwarzenegger et Claude Zidi pour acquérir les droits du film. Ah ouais, alors, j'aurais bien aimé être là et boire un verre avec eux, pour le coup, je pense que ça aurait été très drôle aussi. True Lies qui a fait polémique derrière moi avec la sortie 4K dégueulasse qu'ils ont refait. Ouais, moi, ça me choque pas. Ça me choque pas. Effectivement, ça manque un petit peu tout ça, mais je trouve qu'il faut vraiment avoir un œil de lynx pour se rendre compte de trucs. Mais ouais, moi j'aime bien que justement le film continue à vivre avec le support physique. Après voilà, bon, effectivement, je sais que Cameron a utilisé l'IA pour faire du remaster sur ses films. Mais voilà, en tout cas, quoi qu'il arrive, True Lies, moi c'est un film que j'adore. Vraiment, il a... Ouais, on pourrait le mettre dans les films un peu antidépresseurs, quoi. C'est une bouffée d'air frais, ce film-là. À chaque fois, il me met de bonne humeur. Donc pour moi, True Lies, c'est excellent. Voilà. Un film doudou, tout à fait, exactement. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a Junior. Alors moi, Junior, j'aime bien Junior. Je sais que les gens aiment pas trop Junior, mais moi je trouve qu'il a une... J'aime bien l'histoire de Junior. Je trouve l'histoire est cool. Je trouve que pour l'époque déjà, justement, enlever ce côté ultra viriliste d'une star d'action comme Schwarzenegger et le mettre dans la position d'une femme enceinte, donc d'un homme enceinte du coup, c'est assez drôle déjà, le pitch est fou. Et surtout, j'avais peur qu'en voyant le film, je me suis dit putain, il va mal vieillir, ça va être ultra miso, un truc comme ça, mais en fait pas du tout. Il y a un... Enfin, le film, je trouve, est hyper, je dirais pas jusqu'à dire moderne, mais il se regarde encore très bien, je le trouve drôle, je trouve l'histoire intéressante, et même touchant parfois. Junior, je l'aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez de Junior, du coup. Du coup, avec Danny DeVito, Schwarzenegger, et donc réalisé encore une fois par Ivan Reitman, on est sur une trilogie de comédie. J'aime bien Junior, le concept est surprenant, mais ça marche. Arnold Schwarzenegger en homme enceinte, ça donne des situations drôles et touchantes. Le trio qui forme avec Danny DeVito et Emma Thompson marche bien, et c'est touchant, bienveillant dans sa manière, ouais, effectivement, de traiter le sujet. Et non mais ouais, tu l'as très bien résumé, franchement, Junior, alors j'irai pas jusqu'à le mettre dans excellent, mais pour moi c'est un pas mal facile, quoi. Moi je le trouve très cool, Junior. La course aux jouets, pareil, on va parler après de celui-là, mais la course aux jouets, là je suis pas objectif, parce que la course aux jouets pour moi c'est un des films de mon enfance. C'est mon film de Noël préféré, je le dis, la course aux jouets, je le trouve excellent dans ce qu'il apporte et dans ce qu'il est en tant que film de Noël évidemment. Mais je trouve qu'il y a une vraie bonhomie qui se dégage du film, et justement le film il raconte plein de trucs pareil sur la société de consommation, sur ce qu'est Noël en tant que fête ultra capitaliste, ultra dépensière, sur la différence de classe, sur la manière d'élever un enfant, ce que ça peut amener. Ça raconte plein de trucs en fait, la course aux jouets finalement. Ça raconte plein de trucs. Je me refais à Noël tous les ans, je le trouve super. Dites-moi si vous avez vu la course aux jouets, quel rapport vous avez avec ce film-là, parce que moi je l'aime beaucoup parce que c'est un film que j'ai vu quand j'étais gosse et que j'ai adoré, donc forcément aujourd'hui je le vois avec un aspect un petit peu doudou, mais je peux comprendre que le film vous paraisse moins évident en tant que bon film si vous l'avez vu plus tard, quoi. Mais moi j'adore la course aux jouets, quoi, vraiment pour le coup, avec du coup Jack Lloyd qui sera le futur Anakin dans Star Wars, quelques années plus tard. Puis il y a le Big Show, je sais pas si vous connaissez le Big Show, le catcheur, il y a le Big Show dans le film qui joue un Père Noël géant. Anecdote, Turboman, mais ouais, tout le monde voulait un Turboman. Tout le monde voulait un Turboman, ça n'existait pas, mais tout le monde voulait un Turboman, quoi. Du coup, moi j'ai eu des Action Man à la place, c'était à peu près pareil. Ah, je le mettrais pas dans excellent parce que c'est... Enfin, je sais pas. C'est compliqué parce que pour moi c'est... Alors je le mets dans pas mal quand même. Je vais pas aller aussi loin. Mais dans pas mal, c'est sûr. Ensuite, on a L'Effaceur. Alors L'Effaceur, pour moi, c'est un film hyper anecdotique. Je sais pas ce que vous en pensez. Il est sorti en 96, je sais même pas si vous vous souvenez de ce film. Une espèce de film de contre-espionnage, un truc un peu... J'en ai très peu de souvenirs, je dois vous avouer, de L'Effaceur. C'est pas... Là, on commence vraiment à être sur la... Comment dire? On est en 96... On est sur la fin de carrière, en tout cas on est sur la fin du cycle Schwarzenegger en tant que star bankable. Il va refaire quelques hits avant ses 2 mandats de gouverneur, mais L'Effaceur, moi franchement, je le mets dans nul, quoi. Dites-moi ce que vous en pensez,
Je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui aient vu ce truc-là. Pas vu l'effaceur. Ouais, le Big Show, c'est vrai. Ouais, bah oui. Et Triple H dans Blade 3. L'effaceur, c'est nul. Voilà, ça c'est fait. Batman et Robin. On va même pas. Je vais même pas parler de Batman et Robin. C'est nul. C'est même pas un nanar, c'est nul. Je sais que les gens essaient de défendre le film, de réhabiliter en mode oui, mais tu comprends, c'est une parodie de la série des années 60. Certes. Mais c'est nul, voilà. Alors c'est très subjectif, alors là je suis tout seul peut-être, mais alors Batman et Robin, quand tu passes après les films de Tim Burton, désolé mais moi c'est pas possible. Pourtant je l'ai vu quand j'étais petit et tout, mais j'arrive pas aujourd'hui à la regarder avec un œil d'enfant, les dialogues et tout, j'y arrive pas. En fait c'est trop long quoi, la blague est drôle sur 20 minutes, c'est pour ça que la série est plus efficace des années 60, mais alors Batman et Robin en parlant 2 heures à scoltiner les trucs, hey Freeze, je suis Batman, fais gaffe de pas ouvrir le frigo, on est sur ça pendant 2 heures, c'est pas possible. La Batcarte bleue là, enfin tout ça c'est... Et les tétons bien sûr, les fameux tétons de Batman alias George Clooney. Ah c'est une catastrophe, c'est nul. Plaisir coupable, oui je peux comprendre, non mais je peux comprendre. Le coup du plaisir coupable sur Batman et Robin, je peux totalement le comprendre. Il suffit que tu l'aies découvert à une époque justement comme la course aux jouets où c'est un peu doudou, je peux comprendre qu'il y ait des gens qui soient attachés au film, mais moi du coup, comme je suis pas attaché au film à travers un souvenir, bah du coup, voilà quoi. c'est pas dingue. La fin des temps, c'est pas... Alors la fin des temps... La fin des temps. Est-ce que vous avez vu George Clooney en Bruce Wayne? Je dis oui. George Clooney en Batman? Je dis non. Ouais, non, mais oui. D'ailleurs, George Clooney qui fait un caméo dans The Flash là en 2023 en tant que Bruce Wayne. Enfin bon, bref. Effectivement, faut le découvrir enfant, oui, tout à fait. Est-ce que vous avez vu La fin des temps avec Arnold Schwarzenegger sorti en 1999? Je serais très curieux de savoir si vous avez vu ce film. Parce que là, on est sur un truc. En sachant que La fin des temps, ça a été compliqué à tourner parce qu'à l'époque, Schwarzenegger, il se fait opérer du cœur. À la fin des années 90. Gros problème de cœur pour Schwarzenegger. Et évidemment, le mec a passé 20 ans à se mettre des stéroïdes dans les veines. Donc c'est sûr qu'au bout d'un moment, le cœur, il commence à être fatigué. Donc ça a été compliqué à tourner. Parce qu'évidemment, il avait les assurances au basque en mode attention. Et surtout qu'il prend genre 20 ou 25 millions pour ce film. Enfin, c'est ahurissant, quoi. Donc on a un film qui oscille. La fin des temps, ça oscille entre cinéma d'action, cinéma d'épouvante. Et en fait, on a une parodie des deux, en fait. Donc il n'y a rien qui est bien fait dans ce film-là. On a un Arnold Schwarzenegger qui est un petit peu dépressif, qui essaie de se la jouer un petit peu acting, mais ça marche pas. Alors, on a un final avec une espèce de Lucifer bizarre qui se fait exploser en mode... Enfin, c'est du nanar, quoi. Alors, je vais pas polémiquer 10 ans. La fin des temps, c'est un nanar de fou. Le final, c'est Arnold Schwarzenegger contre Satan dans une église, où il y a un truc qui se passe aussi dans le métro, où il explose des démons dans le métro à coups de fusée à pompe, je crois, un truc comme ça. Enfin, c'est n'importe quoi. Et le film est premier degré, hein. Y a pas de... Là, c'est pas Commando, hein. Le film se prend au sérieux. Pour ça que c'est vraiment un nanar de fou, quoi. La fin des temps, j'ai vu il y a longtemps, j'ai pas beaucoup de souvenirs. Oui, je le regrette. J'adore ce film. Ok, non, je peux comprendre aussi. L'aspect un petit peu kitsch des fin des années 90, je peux comprendre. Ok, vous aimez bien, très bien. Ok, je vois, très bien. Ça me fait penser aussi à Le jour où la Terre s'arrêta. Ouais, on est un peu sur ce truc-là. Bah, je trouve pas mauvais le film. Moi, j'ai passé un bon moment. Il m'a fait rire, en fait. Mais il est pas censé me faire rire, quoi. Mais il m'a fait rire, du coup. Mais ouais, non, nanar, quoi. Fin des temps, nanar de fou. Pareil, voilà, là, on rentre dans des films où j'ai plus trop de souvenirs. À l'aube du 6e jour. Je sais pas si vous... Dites-moi, vous, à l'aube du... Dans mon souvenir, c'était pas dégueu. Mais dites-moi ce que vous pensez de À l'aube du 6e jour, qui est sorti quand? Attendez, il est sorti quand À l'aube du 6e jour? Attendez, faut que je trouve ça. Faut que je retrouve... Ouais, en 2000, je crois. Ouais, il est sorti en 2000. Il est sorti en 2000 à l'aube du 6e jour. J'en ai pas un mauvais souvenir dans ma tête, mais à vous de me dire si vous en avez un bon souvenir ou pas. À l'aube du 6e jour, j'aime bien les décors, le côté science-fiction, l'approche du clonage, c'est sympathique. Je l'ai encore en DVD, c'est pas dégueu de mémoire. Ouais, c'est ce que je me dis. Alors, je pense que je vais le mettre dans pas mal. Mais je suis pas sûr, j'ai juste entre pas mal et bof. Parce que j'en ai pas beaucoup de souvenirs en fait. De ce que vous me dites, c'est pas mal. Bon, ouais, c'est pas mal alors. Allez, on le met dans pas mal. À l'aube du 6e jour, pas mal. Dommage collatéral, alors ça par contre, voilà, j'en ai aucun souvenir. Alors attendez, je sais même pas quoi ça raconte, dommage collatéral. Alors là, j'en ai aucun souvenir là. 2002, ça sort en 2002. Ouais, c'est un des derniers films, donc on est sur un truc un peu nul. Pompier, marié et père de famille, Gordon Brenzer voit sa vie brisée par la mort de sa femme et de son fils dans un attentat. Ah si, je m'en souviens de ce truc-là, ouais. C'est le pompier qui décide de venger sa famille. Alors ça commence bien. Je me souviens de ça commence bien, je me dis putain ouais super, un peu le revenge movie avec Schwarzenegger en mode badass et tout. Mais alors ça part en couille totalement parce qu'il y a un aspect un peu sérieux qui est un peu cool au début. Et ça part complètement en mode nanar. On n'est pas loin de le mettre dans nanar quoi. Le film post-11 septembre, dommage collatéral, c'est tombé au mauvais moment, à la mauvaise période, ouais c'est ça. Ouais, moi je vais le mettre dans bof. Parce qu'il y a un côté... Il y a un début qui est prometteur et ça part vite en cacahuète. Donc je le mets dans bof, dommage collatéral. Terminator 3. Alors moi j'aime bien Terminator 3. Franchement aujourd'hui, quand je vois toute la saga,
bah je le trouve bien Terminator 3. Dites-moi ce que vous en pensez. Et moi Terminator 3 je le trouve cool, pour le coup. Je trouve que... Alors évidemment il raconte la même chose que celui d'avant, c'est dommage que ce soit pas Edward Furlong qui ait repris son rôle de John Connor. Mais putain en termes d'action, Terminator 3, dans mon souvenir il est ultra généreux quoi, la scène avec le camion grue là, c'est un truc de fou. Hein. L'actrice est géniale. L'actrice qui joue l'antagoniste, elle est superbe aussi. Franchement, Terminator 3, moi je le mets dans pas mal, hein. Dites-moi ce que vous en pensez, mais... pas mal, ouais, ok. C'est le meilleur poste 2, oui, bon, ça c'est pas difficile. Hein. Terminator 3, c'est pas mauvais, mais j'avoue que l'histoire me laisse perplexe. Ouais, oui. Après, il faut quand même, pour le coup, pour un film comme ça, un peu grand public, le film termine un peu mal, quoi. Faut quand même avoir... faut en avoir une paire pour se dire, bah on termine avec la fin du monde, quoi. Le film se termine sur la fin du monde, carrément. Donc quand même, quoi, je trouve ça quand même fou de se dire, on termine pas sur un happy ending, tout ça. Les scènes d'action, les robots sont cool, j'ai découvert la saga par le 3, j'avais bien aimé, ok. Il avait encore beaucoup d'effets pratiques. Non, franchement, pour moi, le film est pas mal. Moi, j'en garde un bon souvenir. Franchement, quand je me fais le 1 et le 2, je me fais le 3 facilement à la suite. Alors, j'évite les autres, du coup. Mais ouais, non, le 3, moi, j'aime bien. C'est pas mal. Assez généreux en termes d'action, en tout cas. C'est pas le film du siècle, mais tu t'amuses bien dessus, quoi. Ouais, pas mal, ouais. Ok. Ah, alors là, attention. Le tour du monde en 80 jours. Est-ce que vous avez vu déjà le tour du monde en 80 jours? Le casting du tour du monde en 80 jours, il est fou, furieux. C'est réalisé par Frank Coraci, je sais pas qui c'est. Qu'est-ce qu'il a réalisé, Frank Coraci? Ok, il a rien... Ah si, il a réalisé Click quand même, j'adore Click avec Adam Sandler, ok. Il a réalisé beaucoup de films avec Adam Sandler, ok, d'accord. Donc là, c'est avec, attention le casting, hein. Jackie Chan, Steve Coogan, Cécile de France, Owen Wilson, Arnold Schwarzenegger, et on a Luke Wilson, du coup, qui est le frère d'Owen Wilson. Donc on a Michael Youn aussi, putain, c'est vrai qu'il y a un caméo de Michael Youn dans le film. Donc le casting est complètement improbable. Et moi, franchement, j'aime beaucoup ce film. Alors, je sais que c'est pas un film très majeur dans la filmo de Schwarzenegger, puisqu'il fait qu'un caméo. Il joue le prince Happy avec une espèce de coupe. Je sais pas si vous vous souvenez. Écrivez Prince Happy Schwarzenegger sur Google. Vous allez voir la coupe du gars. Le rôle est incroyable, je trouve. Le rôle est très très drôle. De Schwarzenegger en prince Happy, là, c'est... Et oui, Michael Youn, oui. Plaisir coupable. Non, moi j'aime beaucoup le tour du monde en 80 jours avec Jackie Chan et tout. Enfin, franchement... J'aime bien les scènes de combat. Oui, bah, tu sais, Jackie Chan, dès qu'il est dans les scènes de combat, ça passe. Ouais, dépaysement. Ouais, franchement, le film est cool. Alors, il a mal vieilli dans certains aspects. Il y a des effets numériques un peu dégueulasses. La statue de Rodin à l'effigie de Schwarzenegger, oui, qu'ils veulent faire tomber, qui fait non, pas ma statue de moi, un truc comme ça, c'est très très drôle. Donc, j'en garde un bon souvenir, je vais le mettre dans pas mal. Alors, c'était pas obligatoire que je le mette dans la filmo de Schwarzenegger parce que c'est un espèce de petit caméo qu'il a. Mais franchement, rien que pour la coupe de cheveux, c'est pas mal, quoi. On pourrait le mettre dans Nanar juste pour ça, mais le film en lui-même se tient bien en tant que film d'aventure, je trouve. Donc là, on est en 2004, hein, le tour du monde en 80 jours, c'est en 2004. Ensuite, bah, il y a une pause de... Ouais, on a une pause de quasiment 10 ans, on va dire, avant qu'il reprenne un vrai rôle au cinéma, puisque bah, pendant 10 ans, il va jouer les hommes politiques. Pareil, si vous voulez mon avis sur Schwarzenegger en tant que gouvernateur, c'était son surnom en tant que gouverneur de Californie, je vous invite à aller voir ma vidéo Schwarzenegger, sa vie, son œuvre sur YouTube. Il y a des trucs bien, il y a des trucs moins bien, bon, voilà, on va pas parler politique ici pour le coup, mais je vous invite à aller voir ça, je fais genre 10-15 minutes dans la vidéo sur tout l'aspect politique de Schwarzenegger, donc c'est assez intéressant. Et donc là, on passe directement, donc j'ai mis The Expandable. Alors je le mets dans pas mal parce que j'aime bien le film. On l'avait déjà mis dans la filmo enfin dans la tier list de Stallone, qui était plus pertinent de le mettre là. Il fait un tout petit caméo, mais je trouve drôle parce qu'il y a un côté méta aussi où justement il se moque un petit peu Stallone de son côté homme politique. Donc là c'est en 2010, hein. Donc là il est encore gouverneur, je crois. Ou en tout cas il est encore en politique, donc il n'y a pas grand chose à dire à part le caméo. Expandable 2, là on commence, voilà, il reprend réellement le cinéma avec Expandable 2. Pareil, c'est pas mal. Franchement, super film d'action. Comme je disais sur la tier list de Stallone, il arrive à reprendre Stallone les stars d'action des années 80. Et à leur insuffler quelque chose, à remettre ça au goût du jour. Il va relancer une mode ensuite pendant 5-6 ans où il va y avoir que des films avec les vieilles stars d'action des années 80. Donc ouais, du coup, Expandable 2, c'est super. Ces deux premiers rôles, il y a eu 10 ans d'attente entre Terminator 3 en 2003, The Last Stand, qui est... Putain, comment il s'appelle en français Le Dernier Rempart, voilà. En 2013, qui est son premier rôle depuis 10 ans au cinéma. Et ben moi j'aime bien Le Dernier Rempart. En gros, Le Dernier Rempart, t'as Schwarzenegger qui joue un vieux shérif d'une toute petite ville qui est entre la frontière américaine et mexicaine. Et du coup t'as un espèce de méga gros dealer de drogue, ou en tout cas gangster, qui s'apprête à traverser la frontière en passant par ce petit bled là. Et du coup évidemment c'était sans compter Schwarzenegger qui va dégainer tous ses flingues et toute son équipe de bras cassés pour essayer d'arrêter ce mec là. Alors ce qui est cool, c'est que du coup
il va jouer à fond la carte un petit peu Schwarzenegger, papy fait de la résistance en gros, et ça marche très bien du coup. Il fait des blagues sur son dos, tout ça. Mais le film est très cool, je trouve, franchement. Et, pareil, un bon film d'action, pas mal, qui a bien vieilli, je trouve, qui a 12 ans maintenant, quand même, ça passe vite. Et la scène de la voiture avec Bruce Willis dans Expandable 2, oui, c'est très drôle, où ils s'échangent les punchlines, tout ça, c'est très cool. Expandable 2, c'est cool, surtout grâce à Chuck Norris, qui fait Chuck Norris. Ouais, non, mais c'est cool. Moi, je trouve que c'est cool pour tout, effectivement. Il y a un aspect très intéressant dans Expandable 2, ce côté très méta. Le Dernier Rempart, ouais, c'est... Dernier Rempart, on est dans le même esprit que Expandable 2, hein. Genre vraiment, c'est la vieille star du cinéma d'action qui reprend du service, mais tout en ayant conscience qu'il a pris de l'âge, quoi. Donc c'est pas mal. Et donc on reste sur ce Papy Cinematic Universe avec Évasion, où là pour la première fois, on a Schwarzenegger et Stallone qui vont se partager la tête d'affiche. Ils avaient déjà joué ensemble du coup dans Expandable, mais là pour la première fois ils se partagent la tête d'affiche. Et pareil, le film était très cool, il respire les années 80 et 90, il y a beaucoup de punchlines, l'histoire est assez cool, je crois que l'histoire c'est genre Stallone qui est un pro de la sécurité dans les prisons et qui se fait enfermer dans les prisons pour pouvoir s'y échapper et montrer les failles des prisons, et donc là il va se faire enfermer dans une prison high-tech pour s'échapper, mais il va se rendre compte qu'on lui met des bâtons dans les roues, quoi, en gros. Mais ouais, il y a plein de punchlines effectivement, Robin, dans le film qui sont très cool. Après ils feront Évasion 2 et 3 qui sera horrible ici, mais du coup Schwarzenegger n'y sera même plus, hein. Mais le premier est très très cool, donc moi je le mets dans pas mal celui-là. Dans mon souvenir, j'aime bien le revoir, le premier. Dommage qu'ils ont fait 3 de ces films. Ouais, effectivement, c'est ce que je disais, le film est pas dingue. Enfin les deux autres films sont pas dingues, mais le premier est cool. J'aime beaucoup Évasion, je l'ai revu récemment et c'est pas mal. Le duo Stallone-Schwarzenegger marche bien, le concept est sympa. Ouais, effectivement, le concept est cool. Et puis il y a un vrai capital sympathie sur les deux comédiens, donc forcément. Oui, il y aura Batista dans les suivants et surtout 50 Cent. Et ça, pour moi, il y a une théorie sur 50 Cent. Dès qu'il y a 50 Cent dans un film, le film devient instinctivement nul à chier. Direct. Après, on a Sabotage. Alors, Sabotage, c'est pareil, je crois que ça sort en 2014, mais j'ai plus trop de souvenirs. Dans mon souvenir, c'est un film assez violent, graphiquement, Sabotage. On est sur un film sérieux, je crois, où c'est une espèce de gang de mercenaires avec des mecs un petit peu pas nets. Enfin, je sais plus exactement ce que c'est l'histoire, mais dans mon souvenir, on est sur un film d'action assez viscéral quand même. Je vais voir si j'ai pris des notes sur ce truc-là. Ouais, c'est ça. Ouais, ce que j'ai mis, c'est série B ultra violente en 2014, Sabotage. RIP, le prochain film Street Fighter. Ah, ben, s'il y a 50 Cent, je vous jure que regardez la filmo 50 Cent. À part son film autobiographique qui est pas dégueulasse, à 50 Cent, il y a une espèce d'allégorie 50 Cent où dès qu'il touche à un film, ça devient nul à chier très très vite. Donc effectivement, Street Fighter, s'il est dedans, on verra, mais... Du coup, ça fait un peu peur, quoi. Et Expandable 4, effectivement, où il est dedans, où c'est nul à chier, franchement, ça suit encore le truc. 50 Cent, il arrive pas à... En même temps, c'est pas un acteur, vous me direz, mais... Oui, il a joué dans le premier Évasion, mais on va dire que je l'ai pas vu, sinon ça me casse ma théorie comme quoi il joue que dans des films de merde, donc... Bon, après, Évasion, c'est pas le film du siècle non plus, mais... Donc, Sabotage, j'ai plus de souvenirs, mais... Ouais, c'était pas dingue. De ce que je me souviens, c'était pas terrible. Je vais mettre dans bof, quand même. Et comme quoi, il y a pas beaucoup de gens qui... Là, on arrive vraiment sur des films... Là, ça devient compliqué, là. On est sur la fin de carrière, ça devient compliqué là, pour Papy Schwarzenegger, le pauvre. Alors je dis ça, mais il y a 2 films qui sont très bien, dont un que j'aime beaucoup, mais ouais, là c'est compliqué. Donc on a Expandable 3, ça j'en avais déjà parlé sur le tier list Stallone. Je trouve qu'ils ont complètement perdu l'aspect... En fait, Expandable 3, c'est l'exemple parfait d'un film que le studio va saboter. C'est-à-dire qu'on a le premier Expandable que personne ne voulait faire, mais Stallone a mis vraiment les bouchées doubles pour aller chercher les acteurs qu'il fallait, et du coup il a réussi à financer le film, tout en le réalisant. Expandable 2, du coup, ça a super bien marché dans le monde, ça a été un carton au box-office avec tous les acteurs. Expandable 2, enfin le premier et le deuxième Expandable, c'est des films qui sont quand même assez violents graphiquement, quoi. Je veux dire, il y a du sang, c'est graphique, quoi. Mais comme le 2 est devenu d'un coup bankable, c'est très vite devenu une franchise hollywoodienne à succès, donc Expandable 3, il n'y a plus une seule goutte de sang. Le film devait plus être classé R, alors que le 2 a très bien marché, donc je vois pas pourquoi ils ont... Enfin ça, pour moi, c'est des choix qui sont stupides, je trouve. Si le 2 a bien marché, on repart sur ce qu'a été le 2. Là, pour le coup, on a un épisode 3 où Schwarzenegger a un rôle ultra anecdotique, où pour moi, le seul personnage qui sauve le film, c'est le personnage de Mel Gibson, du coup, qui est incroyable. Mais après, le film est pas dingue, quoi. Pour moi, je le mets dans bof, parce que pour le coup, on perd un peu l'aspect... là, pour le coup, ça devient vraiment parodique, quoi. On perd vraiment l'aspect de ce qu'était Expandable avec le 3. Et ensuite, on a Maggie. Alors pour le coup, Maggie, ça sort en 2015. C'est réalisé par Henry Hobson. Et ça s'inscrit dans le cinéma contemplatif.
c'est-à-dire on a une ambiance pesante, on n'est pas du tout sur un film d'action, on est aux antipodes de ce que fait Schwarzenegger avec Maggie, on est sur un film post-apo, un film de zombies, et on a une magnifique photographie dans le film, on a du coup Schwarzenegger qui est tout en retenue, ça va pas être le badass qui dégomme des zombies, pas du tout. C'est un père qui essaye de prendre soin de sa fille, qui essaye de vivre les derniers instants de sa fille, je crois, qui s'est fait mordre justement, qui s'est fait, pas mordre, mais du coup qui a chopé le virus zombie, et du coup il va tout faire pour reculer l'échéance, du coup, parce qu'il sait que sa fille va se transformer en zombie, mais il va tout faire pour reculer l'échéance, donc on a un côté quand même très sérieux au film, pour le coup. Maggie, j'apprécie beaucoup, peut-être le dernier bon rôle de Schwarzenegger, une ambiance belle et mélancolique, ouais, c'est vraiment un film, on aurait pu aller sur le pathos, mais justement il évite le piège du pathos. T'as Arnold qui prend le contre-pied total de son jeu habituel, il a la voix ultra basse, il a pas sa voix grave, il met pas du tout son corps en avant, enfin... On a un film dramatique dans la pure tradition du terme. Le film est bon en dehors de Schwarzenegger, il vole pas la vedette au film, c'est vraiment un film avec Schwarzenegger, c'est pas un film de Schwarzenegger, ou pour Schwarzenegger. Donc franchement, Maggie, sans être excellent, c'est vraiment pas mal, je trouve. J'ai beaucoup aimé moi personnellement. Et on continue, on va parler de Terminator, mais on va continuer dans les bons films avec Schwarzenegger. Donc on a Aftermath. Pareil, on suit le même principe. On a, pareil, en fait, le film pour le coup, celui-là est très mal vendu parce qu'on a l'impression que ça va être un autre film d'action avec Schwarzenegger, où en gros, il y a un avion qui se crache, où il y a toute la famille de Schwarzenegger dedans, et il va essayer de découvrir la vérité parce qu'apparemment il y a eu des soucis. Et en fait, quand tu vois la bande-annonce, tu te dis, en fait, Schwarzenegger, pour découvrir la vérité, il va tataner tout le monde et buter tout le monde, en fait, tu vois. Mais en fait, pas du tout, en fait, c'est un film très sérieux. Un film où justement l'affiche à la bande-annonce vend ça comme un film d'action, mais c'est pas du tout un film d'action. Qu'est-ce que je peux dire sur ce film qui est intéressant? Déjà Schwarzenegger joue très bien, encore une fois, il est très en retenue. On a deux films en fait qui... Là en fait avec Maggie et Aftermath, il décide de choisir deux films histoire de changer de registre. Il veut vraiment partir sur des films plus sérieux, même s'ils vont se faire... je sais que Maggie, genre, il a pris un salaire quasiment... il a pris un salaire quasiment du bénévolat, quoi. Le film a été très très peu vu, mais ces deux films-là sont pas mal, et ils méritent vraiment votre attention, parce qu'on est sur deux films tragiques, en fait. On est sur des drames, et c'est assez rare de voir Schwarzenegger dans ce registre-là. Aftermath, c'est pas mal, mais le marketing est... Ouais, c'est ça, en fait, le film est très très mal vendu, ça n'a rien à voir, l'affiche et tout, vraiment, ça n'a rien à voir avec ce que raconte le film. Alors, Terminator Genesis. Bon, alors... Dites-moi ce que vous pensez de Terminator Genesis, avant que j'en parle. Donc c'est Terminator avec l'actrice qui joue dans Game of Thrones et tout ça, là. Bah écoutez, moi, Terminator Genesis, j'en avais déjà parlé. Je vais essayer de retrouver mes notes sur le film. Qu'est-ce que j'avais dit à l'époque? Parce que j'avais fait évidemment le déclin de la saga Terminator, vous vous doutez bien, hein. Qu'est-ce que j'avais pu dire sur Terminator Genesis? Je vous avoue que ça fait du coup très longtemps. La dernière fois que je l'ai vu, c'était donc en 2017, je crois, pour la sortie de la vidéo, donc. Le déclin de la saga Terminator. Évidemment, je me le suis pas refait depuis, je me suis refait les Terminator, mais pas celui-là. Ouais, effectivement, l'intro où t'as Papy Terminator qui tue le premier Terminator, histoire de dire, tiens, on va redistribuer les cartes, ça pour moi c'est hyper ridicule. Effectivement, le coup de John Connor qui en fait est un Terminator, est un robot humanoïde qui va essayer de tuer sa propre mère, je crois, une connerie comme ça. Surtout qu'en fait, le pire c'est que ils te vendent ça comme une espèce de twist de fou. Sauf qu'en fait, c'est spoilé sur l'affiche. Sur l'affiche, littéralement, on a le personnage de John Connor, moitié humain, moitié robot. Donc en fait, le marketing a complètement cassé le côté twist du film. Donc en fait, quasiment le seul intérêt du film, il est complètement gâché par la promo qui te spoil le film, en fait. Ensuite, je crois que dans mon souvenir, on a le Terminator Schwarzenegger qui essaye de faire s'accoupler Kyle Reese avec Sarah Connor de manière hyper lourdingue, quoi. Il essaye de faire de l'humour, genre Terminator c'est devenu un comic relief. Effectivement, quand tu vois le premier film et le cinquième, la différence de traitement du personnage, elle est ahurissante, quoi. C'est assez fou. Ensuite, il te parle de termes semi-intelligents, genre champ quantique, tout ça, pour essayer de noyer un scénario un peu pourri. Le film a aucun sens, il est débile à souhait. Et ouais, du coup, ouais, le développement de John Connor, c'est une catastrophe. Donc, que dire, y a rien qui va dans ce film, quoi. Y a rien qui va dans ce film. Et surtout, ouais, Schwarzenegger, il est fatigué. Là, il commence vraiment à être fatigué, en fait. Là, en fait, il te fait un film d'action, en fait, où il suit pas physiquement, quoi. Donc, Genesis, c'est nul. C'est nul. Ensuite, on a Killing Gunther. Je sais pas si vous avez vu ça, Killing Gunther. Qu'est-ce que c'est? Parce que moi, je crois que je l'ai pas vu, celui-là, dans mon souvenir. Je crois que je l'ai pas vu. Je crois qu'il joue à une espèce de tueur à gages
un peu cool là. Un groupe d'assassins décide de tuer Gunther, le meilleur tueur à gages de la planète, donc qui est joué par Schwarzenegger. Cependant, leur projet ne cesse de cafouiller, Gunther ayant toujours une longueur d'avance sur eux. Je crois que c'est une espèce de faux documentaire où du coup le personnage joué par Schwarzenegger, Gunther, qui est un tueur à gages, va se faire suivre par une équipe de documentaires et en même temps t'as un groupe de tueurs à gages qui va essayer de le tuer. Donc on est sur un film un peu humoristique, mais je sais même plus si je l'ai vu ou quoi, comme quoi c'est un peu anecdotique, donc je vais le mettre dans bof, dans le doute, parce que si je l'ai vu, j'en ai plus de souvenirs en tout cas. Bon, Dark Fate, c'est nul, il y a même pas besoin d'en parler, de trucs, là, vraiment, c'est une catastrophe. Dark Fate, c'est tout ce qu'il fallait pas faire, quoi. C'est genre, on efface les films d'avant, genre, regardez-moi, je suis officiellement le 3. On a James Cameron qui vient officiellement adouber le film en disant allez voir Dark Fate, je confirme c'est un super film, tout ça pour se prendre un chèque pour financer Avatar, alors que le film est horrible. On a Terminator qui change des couches, un truc comme ça, on a John Connor en animatronique, enfin en motion design au début là, qui est animé de manière bizarre et qui se fait tuer au bout de 5 minutes. On nous raconte la même histoire qu'avec John Connor mais avec d'autres personnages. Enfin, c'est une catastrophe. Dark Fate c'est catastrophique, mais voir si c'est l'un des derniers films, voir le dernier film de Schwarzenegger est doublé par Daniel Beretta. Ouais c'est ça, mais c'est là que je disais tout à l'heure en fait, Dark Fate c'est le dernier film doublé par Beretta, mais tu sens qu'il est fatigué le pauvre, et il a plus du tout la même pêche, comme Schwarzenegger en fait. C'est Dark Fate, donc c'est le retour de Linda Hamilton qui elle pour le coup a bossé en fait, elle a un physique de dingue, elle est hyper en forme et tout, mais la pauvre, elle a bossé pour rien quoi, parce que le film est anecdotique au possible, même plus qu'anecdotique, il est nul à chier quoi, c'est une catastrophe. Le film c'est une catastrophe, j'ai vu ça au cinéma avec un pote, au bout de 20 minutes on s'est regardé, on s'est dit mais on se casse ou on se casse pas quoi. On est resté parce que vraiment pour la postérité on est resté, mais alors on était vraiment prêt à se barrer quoi, c'était une catastrophe. C'est vraiment une catastrophe industrielle. Dark Fate pour moi c'est ni fait ni à faire, c'est une catastrophe et j'espère vraiment réellement que ce sera le dernier film Terminator, parce que il y a plus rien à raconter là, c'est fini. Arrêtez. Vous ne savez pas raconter autre chose que ce qu'a raconté le premier film. Donc à partir de là, arrêtez là. Il y a le 1, il y a le 2, il y a le 3 pour rigoler et puis c'est terminé quoi. Puis oui, il y a aussi Terminator Renaissance où t'as Schwarzenegger en CGI, donc il joue pas vraiment dans le film. Donc je l'ai pas mis dans la liste, mais du coup bon, voilà quoi, vous avez compris. C'est pas le pire non plus, mais bon, il est pas dingue. Donc ouais, Dark Fate c'est nul, hein. Je vous demande même pas votre avis, vous pouvez me le donner si vous voulez, mais j'imagine qu'on va être d'accord pour le coup sur Dark Fate, je pense que voilà. Ensuite on a Arnold, donc qui est une mini-série documentaire sur la vie et la carrière d'Arnold Schwarzenegger. Moi je suis deg parce que en même temps que ça là, que ce truc là, je préparais ma vidéo sur Schwarzenegger. Donc il y a ma vidéo sur Schwarzenegger qui est sortie sur YouTube et il y a un documentaire Netflix en 4 épisodes qui est sorti sur Schwarzenegger. Donc les gens dans les commentaires ils m'ont saoulé, ils m'ont dit ah tu fais comme Netflix machin, plagiat machin. Je dis plagiat, je dis mon documentaire il est sorti une semaine après le doc Netflix. Je fais la vidéo elle dure 1 heure, j'ai mis 6 mois à la préparer. Enfin bref, en tout cas et puis j'ai dit moi j'ai pas le budget de Netflix quoi, donc en fait c'est pas comparable. Quoi qu'il en soit, le doc Arnold est très cool. Franchement super intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que c'est Schwarzenegger lui-même qui revient sur sa carrière, sur ses erreurs, qui commande plein de trucs sur sa vie. Donc ouais, pour le coup, si vous aimez, en tout cas si vous êtes curieux de connaître la vie et la carrière de Schwarzenegger plus en profondeur et de le voir un petit peu, en fait c'est intéressant parce que dans ce documentaire-là, je dirais pas qu'il m'a fait de la peine, mais en fait on se rend compte que c'est un homme qui comprend qu'il est plus sur la fin que sur le début. Donc il a un regard hyper mélancolique sur ce qu'il a été, sur ce qu'il a fait. Il est très fier de sa vie, de sa carrière, et il est hyper touchant dans le documentaire Schwarzenegger. Donc franchement je le mets dans pas mal le doc, voire même dans excellent. Vous savez quoi, je vais le mettre dans excellent parce que franchement je le trouve très cool. Voyez Arnold du coup, la mini-série documentaire, beaucoup mieux que le doc sur Stallone qui durait genre 1h30. Là on a 4 épisodes donc c'est quand même ça rentre plus dans les détails quoi. Une belle introspection, ouais carrément. Et aujourd'hui il est quasiment à la retraite. Oui quasiment. Bah là apparemment il a tourné un film de Noël encore, où il joue le Père Noël. Je sais pas si vous avez vu tourner ça il y a quelques mois, mais il a été vu à New York sur un plateau où il jouait le Père Noël, donc à voir, ça va être encore un film à la con, mais ça peut être rigolo à voir. Et ensuite, bah écoutez, on va terminer avec sa toute première série télé. Donc là c'est pareil, c'est là que tu vois que c'est très drôle comment les stars d'action se sont suivies en termes de carrière, parce que t'as eu Van Damme qui a fait sa série un petit peu auto-parodique, Jean-Claude Van Johnson. Ensuite t'as eu Stallone du coup qui a enchaîné avec la série Tulsa King, et donc t'as Fubar qui est une série qui reprend un peu les codes un peu à la True Lies, mais très franchement en raté, hein, je vais pas vous mentir. Alors moi True Lies je vais le mettre dans bof, parce que j'ai vu la saison 1, j'ai trouvé ça cool, parce qu'en fait il y avait l'effet de surprise
surprise en fait dans la saison 1 de revoir Schwarzenegger. Il était assez en forme, il balançait pas mal de punchlines, de trucs assez drôles. À un moment il dit j'adore Danny DeVito, je pourrais le mettre dans ma poche, un truc comme ça. Donc la saison 1 est plutôt cool. Par contre la saison 2, j'ai lancé le premier épisode, j'ai même pas continué, j'ai fait non c'est mort. J'ai fait en fait la série ne mérite qu'une seule saison, je pense que ça suffit comme ça tu vois. Mais la saison 2 c'est une catastrophe, donc du coup j'ai mis ça dans bof. Mais pour la première saison c'est rigolo de revoir Schwarzenegger dans un rôle un petit peu comme ça, d'agent secret qui cache ça à sa fille, qui est elle-même agent de secret, donc il y a plein de trucs un peu comme ça. Bah s'il s'arrête là, ça me choquerait pas. S'il arrête sa carrière là, ça me choquera pas quoi. Voilà, on est sur, on va dire que la boucle est bouclée. Et très franchement, on est sur un truc, là quand on fait le point, impossible à mater en VF, bah oui évidemment, là pour le coup, autant Stallone, le doubleur, ils ont bien retrouvé quelqu'un qui est plutôt intéressant, autant sur Schwarzenegger c'est très compliqué, ouais, effectivement. On a fait le tour, de ce qu'on voit là, franchement, bah en chef-d'œuvre on a les deux Terminator, en excellent on a Conan le Barbare, on a Predator, on a Total Recall, Last Action Hero, True Lies, et le série documentaire Arnold. En pas mal, on en a plein, parce que ça résume un peu la carrière de Schwarzenegger, au final. On est sur des films qui sont sympathiques, qui nous ont plu quand on était gosse. On garde un bon souvenir de ces films-là, donc il y a plein de films qui sont pas mal. Il y a quand même une belle liste de films qui sont bof, il y a quelques films qui sont nuls, et il y a 2-3 nanars, malgré tout, fallait bien les ajouter, évidemment. Après, à vous de me dire, pour vous, c'est qui a la meilleure carrière entre Stallone et Schwarzenegger? Et pourquoi? Là, je suis intéressant d'avoir votre avis sur ça. Qui a la meilleure carrière entre Stallone et Schwarzenegger et pourquoi? Schwarzenegger, il a su essayer de se renouveler, effectivement. Bah, Stallone aussi, en quelque sorte, mais après, ce qu'il a fait fonctionner Stallone depuis le début, c'est ses personnages fétiches. Même jusqu'à la fin, quoi. Moi, je suis un fan inconditionnel de Stallone, j'adore Stallone. Difficile à dire, mais d'un point de vue cinématographique, je dirais Stallone, car il a un bon auteur, il a su s'entourer d'auteurs. Ah, moi, je dirais l'inverse, pour le coup. Enfin, en tout cas, pour moi, s'il y a un acteur qui a su s'entourer d'auteurs, c'est plus Schwarzenegger que Stallone. Stallone, en vrai, je vois pas... En fait, j'arrive pas à nommer un réalisateur marquant pour qui Stallone a joué. À la limite, le plus marquant, c'est genre James Gunn, quoi. Donc... Alors que Schwarzenegger, t'as John McTiernan, t'as Paul Verhoeven, t'as James Cameron, y a quand même... y a John Milius, Ivan Reitman, donc t'as de sacrés noms quand même. Stallone en fait c'est différent, Stallone il s'est construit sa propre légende, alors que Schwarzenegger il a mis sa légende entre les mains d'auteurs. Schwarzenegger c'est pas un auteur, Stallone c'est un auteur. Donc c'est pour ça que c'est compliqué à choisir. Pour moi les deux se complètent, pour moi c'est pas possible de choisir. Pour moi Stallone a su se différencier parce qu'il a su écrire des bons scénarios, créer des personnages impactants qui ont vraiment su transcender les générations comme Rocky par exemple, même Rambo. Alors que Schwarzenegger lui justement a su se mettre au service d'auteurs de talent et de franchises à succès comme Terminator, Predator, Total Recall, tous ces trucs-là. Oui. Bon, John Avildsen, oui. Oui et non, je dirais. John Huston, ok. James Mangold, ok. Ouais, James Gunn, Ryan Coogler. Oui, effectivement, mais il l'a fait... Tu vois, tous ces noms-là, quand tu me cites James Mangold, James Gunn, Ryan Coogler, il le fait sur le tas, quoi. Il le fait vers la fin. Alors que... C'est ce que je dis en fait, c'est que Schwarzenegger il va construire sa légende avec les auteurs, alors que Stallone va construire sa légende parce que ça a été un auteur, et que c'est toujours un auteur d'ailleurs, c'est lui qui écrit les scénars, enfin qui coécrit les scénars de Tulsa King. Stallone je ne le vois que dans un seul genre de film, le genre gueule cassée. Schwarzenegger a eu de meilleurs rôles à mon avis. Mais non, il y a quand même, rien que pour Rocky, Stallone mérite aussi sa place dans la liste des meilleurs du coup, des meilleurs acteurs et auteurs des années 80 pour le coup, 70 et 80. Puis il y a eu Demolition Man, il y a eu Rambo le premier qui est un excellent film, il y a eu les comédies qui étaient pas dégueu, enfin en tout cas Demolition Man, tout ça, il y avait quand même des trucs, et après il y a eu une descente un peu à vide, puis il y a eu effectivement le film avec James Mangold, donc merde, comment il s'appelle ce film? Copland, où il a tenté un truc de fou, vraiment, on sent vraiment qu'il joue avec De Niro, avec Harvey Keitel, tout ça, donc on sent, et puis il fait pas tâche à côté. Donc pour moi, c'est pas possible de choisir entre les deux. Mais du coup, voilà comment on est sur la filmo de Schwarzenegger.